Salabim. Salut à toutes et tous, bienvenue à cet nouvel épisode, l'11e. Salut Jules. Salut. Et avant tout, bonne année, meilleurs vœux à tous ceux qui suivent cette, qui s'est bien mérité, juste pour suivre C'est ça. les podcasts. Voilà, la reste à rien. Non, pas du tout, au contraire. Donc voilà, on est sur l'ancien épisode, on s'approche petit à petit au premier anniversaire. Ouais, c'est ça. C'est cool ça. C'est ça, ça déjà passe 12 vite. épisodes. Ouais. Je trouve qu'en plus on se sent de plus en plus à l'aise, et on prend de plus en plus de plaisir. Ça ne doit pas se voir à la télé, mais oui, sinon oui. Ouais. À la télé, à YouTube. Ouais, on s'en fout, on s'en fout. Juste les trucs, c'est qu'on prend plaisir en les faisant. C'est ça, exactement. Et donc aujourd'hui, dans les programmes, on a de mon côté des comics, des films. Moi, c'est 2 films. 2 films. Ouais, Donc cette fois-ci, c'est. voilà, là, il n'y a pas de bouquin. Et ça se voit les moments qu'on discute jamais, qu'est-ce qu'on va critiquer avant. C'est ça, Un jour, on va se trouver à parler 4 fois du même film. c'est ça, peut-être. Non, quand même pas. mais sans plus, on va y aller. Pour cette nouvelle 2024, on espère qu'on tient tout le 2024, tout 2025, et on verra. On va faire en sorte. Allez, ben à toi. Allez, donc on va parler. Alors, moi, j'ai fait une thématique spéciale autour de la science-fiction et notamment de la science-fiction française. Donc, on va parler de 2 films d'animation de science-fiction qui sont français. Voilà, j'allais commencer une phrase qui n'était pas française, donc je l'ai arrêtée. T'inquiète, j'en fais tout le temps. Voilà, je l'ai arrêté. Bon, juste avant de commencer, je fais quand même un petit erratum parce qu'on avait fait une erreur que je voulais corriger déjà la dernière fois, mais que je n'avais pas pensé. Donc, on avait dit que Star Trek, avait plus de films que James Bond, et en fait, non. Hein, j'ai regardé après. James On avait Bond. dit ça. Ouais, on avait dit que la Star Trek était une des franchises qui avait le plus de Je films. pense qu'on avait dit, on n'était pas sûr. Mais Voilà, on peut-être. n'était pas sûr, mais on avait avancé un truc. Et en fait, j'ai regardé après et James Bond, c'est 25 films. Ah oui, d'accord, Donc, on c'est est à la moitié. Ouais, quoi. voilà, c'est largement au-dessus de Star Trek. Donc, Star Trek, il y a 14. ouais, c'était 14 films. Donc, Ouais. je voulais corriger ça pour pas qu'on soit trop considérés comme des amateurs. On corrige les erreurs qu'on commet. Et pareil pour. Cela étant dit, je m'en branle Oui, complètement mais de James Bond. Mais c'est bien, c'est bien il faut te Ouais, mais je ne peux pas dire quelque chose sur un film que je regarde que pas. t'aimes pas. Ouais, Ah, que j'aime pas, c'est trop mauvais. C'est une série que j'ai jamais suivie, donc Ouais. je m'en fous un peu. Bon, après, est-ce que c'est vraiment une série? Ouais, c'est-à-dire il y a plusieurs films. Bon, c'est une saga en tout cas. Ouais, c'est une saga. Ouais. Il y a ses caractéristiques. Déjà, sans rentrer dans les détails, c'est quand même 25 films sur un seul espion, Mais- c'est déjà pas mal, quoi. Ah ouais, non, c'est bien. Et, certains qui ont été très bien, certains qui sont Casino Royale, c'est le seul que j'ai regardé d'ailleurs. Ouais, C'est un de mes préférés. ouais, Ouais, non, mais parce que c'est un des peu que j'ai regardé. il est chouette, il est chouette. Ouais, mais après, il y a beaucoup de gens l'ont décrié, mais la version de Daniel Craig est quand même sympa. Et Casino Royale est très sympa. Et il y avait une petite erreur, il me semble qu'on avait fait dans le dernier épisode où on avait dit que Infinite Wars est après Endgame, alors que c'est Endgame qui est après Infinite Wars. Oui, je sais, c'est les deux faire. Ouais. Moi, j'avais même un doute. Voilà, donc Ouais. voilà. Ouais. C'est corrigé. Parlons du film qui Voilà. nous intéresse, donc qui est Renaissance de Christian Boldman. Alors, Renaissance, c'est un film qui commence à dater quand même. Alors moi, j'avais l'impression que c'était hier que je l'ai vu, parce que pour moi, c'était hier, hein, mais en fait, il est sorti en 2006, le 15 mars 2006, et donc c'est un film d'animation en noir et blanc, distribué par Pathé. Donc c'est une boîte de production française, et c'est produit par Onyx Film et 1000 Images, ainsi qu'en coproduction avec France Télévisions et d'autres. Voilà, il y a les régions, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc c'est un film de science-fiction qui s'axe sur plutôt du thriller, du polar noir. C'est un film policier en fait, hein, qui
qui a été décrié, mais qui est, je trouve, Mais un à peu, parce que réhabiliter. moi je ne connais pas, je sais que c'est toi qui m'en as parlé, mais Oui. c'est un polar noir à la Blade Runner, t'as de néo noir ou c'est... Alors, c'est un film d'animation, hein, c'est un film d'animation Oui, en non, noir et mais blanc. peu importe, les néo noirs, Et c'est normalement la reprise des films des polars il y a de noirs. l'inspiration, il y a de l'inspiration D'accord. sur Blade Runner, mais en fait, il y a plein d'autres. C'est à l'européenne, en fait. Mm. Donc, on va en parler un peu plus tard parce que. Non, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire, c'est les néo noirs en tant que genre. Bon, Blade Runner, c'est les plus représentatifs. Oui, oui. C'est juste à la reprise de tous les codes du polar noir transvasés dans la C'est ça, science-fiction. c'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on le verra un peu plus tard, mais l'histoire, plus que de la science-fiction, c'est avant tout un polar noir. Oui. Mais Bon, c'est du néo noir en fait. voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, pour situer un petit peu, Onyx Film, bon, alors c'est pas des boîtes qui ont fait énormément, Onyx Film et Mille Images, c'est pas des boîtes qui ont fait énormément de productions cinématographiques notamment, mais Onyx Film par exemple, c'est à cette boîte française qu'on doit Upside Down. Ouais. C'est un film qui était sorti en 2012, bon, qui n'était pas un truc extraordinaire, mais qui était visuellement très sympa. Mhm. Après, il y avait, ils ont fait, dans la foulée de Renaissance, ils ont fait un film pareil, qui est passé un peu inaperçu, toujours une production française qui était sympa, c'était The Prodigy. C'était un film, ça fait penser un peu à Chronicle, le film Chronicle, mais un dessin animé futuriste toujours, où il y a des gens qui ont des pouvoirs qui tourne un peu mal avec un mentor qui essaye de canaliser mais ça marche pas. Bon, c'est vraiment sympa. Après ils avaient fait aussi Le Petit Prince et d'autres dessins animés pour enfants. Mille Images, ils ont beaucoup fait de séries animées pour la télé, donc notamment pour les enfants tout jeunes et sinon pour les ados et plus, ils avaient sorti Les Lascars. Bon, c'est une série qui était début des années 2000. Corneille et Bernie, bon, c'était oui. Ouais, Ça va. Et une série. Moi, je regardais en tout cas. Ouais, c'est ça, moi aussi. Hein. Et une des premières séries d'anticipation en 3D qui était sortie à l'époque sur France Télévisions, c'était Skyland, qui était une série qui était assez cool, un peu qui se passe dans un futur lointain ou sur une autre planète, mais avec une réal qui pour l'époque était quand même très sympa. D'accord. Et maintenant, je pense que si on le regarde maintenant, avec les capacités technologiques qu'on a maintenant, ça doit être un peu à chier, je pense, mais à l'époque, c'était une belle prouesse. Pour une série française, c'était une belle prouesse en fait. Ça a été donc réalisé par Christian Volgman, qui est surtout un réalisateur de clips et de courts-métrages, mais dans le dernier film, il a quand même quelques projets encore, notamment un dernier film qui est sorti en 2019 qui s'appelle The Room. Et ensuite, ça a été scénarisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Donc, ils sont deux scénaristes qui ont pas mal œuvré au cinéma, mais beaucoup à la télé, dans les séries télé, que ce soit animées ou autres. Et notamment, ils ont écrit le scénario d'un film de vampire français qui est très sympa. C'est une comédie un peu horrifique qui s'appelle Les Dents de la Nuit. Et, qui est très sympa, très sympa. C'est eux qui l'ont scénarisé. Après, ils ont scénarisé, The Prodigies aussi, en plus de Renaissance. Ils ont scénarisé des comédies du style RTT avec Cadmerade. Bon, là, c'est la comédie française un peu basique. Mais bon, voilà. Et plus récemment, c'est à eux qu'on doit les films des Trois Mousquetaires. D'accord, les scripts. Les scénarios, ouais. Je crois que c'est. Alors, je sais plus si c'est de la Patelière ou de la Porte, mais ils réalisent un des deux, il me semble. Je pense pas, non. C'est les mêmes réalisateurs. Alors, du coup, il y a un des deux qui réalise leur prochain projet pour 2024 qui va sortir, à savoir Le Comte de Monte Cristo. C'est ça. Et donc, à l'époque, ils avaient un budget pour un film français d'animation et de science-fiction. Ils ont eu un budget assez colossal de 18 millions d'euros. Pour un film d'animation de science-fiction, je pense que c'est assez énorme. Parce que par exemple, si on compare avec le film que je vais parler après, le budget c'est 6,7 millions. Alors que là, c'est... Avec l'inflation. Avec l'inflation. Parce que là, ça date quand même d'il y a... C'est ça. Et après, je touche vraiment un rapide mot parce que c'est une production française, mais qui a été pensée malheureusement, enfin moi je trouve que c'est malheureux, qui a été pensée pour être d'abord tournée en anglais, ce qui fait que quand on voit le mouvement mais des là, lèvres... tu sais pourquoi ça? Oui, c'est pour essayer de... Non, c'est même pas pour ça, c'est que
à niveau historique, la science-fiction, il est complètement Oui, dénigré pour les sautes oui, oui, sphères bien sûr, du bien cinéma sûr, français qui c'est ça. considèrent que les science-fiction, c'est un genre des geeks à part Voilà. et qui mettra des poignons sur Et ça. d'ailleurs, pour moi, c'est une des raisons du four de Renaissance qui, à l'époque, était une prouesse technologique. Alors, on en parlera un peu plus loin. Mais une grosse partie de l'échec du film, je pense, vient du fait que ça n'a pas du tout été défendu par les milieux français, en fait, clairement. Ouais, même à ces jours. Ouais. Et pourtant, au niveau du casting vocal, pour l'époque, en 2006, ils avaient réussi à notamment accrocher 3 acteurs pour la version anglaise. Le héros, c'est Daniel Craig qui le jouait. Mhm, Il y a la présence de Jonathan Pryce, mhm. c'est lui qui joue le méchant, et Ian Holm qui joue un médecin un peu. Donc Mhm. rien que pour ces 3 Ouais, mais acteurs, ça vaut le coup. bon, déjà, tu comprends un peu les poignons, où il va. Oui, C'est oui, mignon. oui, un peu à partir. Mais bon, en bois, normalement, c'est un peu mineur. Mais ils ont créé mais- beaucoup de technologies pour ce film aussi, hein, donc, ce qui explique. Non, mais c'est encore ce truc de dire que la fantasy et la Ouais. science-fiction, c'est déjà des deuxième C'est classe, ça. quoi. Et puis C'est en plus, en France, on c'est aime. mieux faire du film de secpa, Voilà, n'est-ce c'est ça. pas? C'est ça, exactement, j'allais y venir dessus. C'est-à-dire qu'on a des abrutis qui vont casser des salles de cinéma pour voir des films débiles. Et à côté de ça, ce genre de cinéma n'est absolument pas défendu, alors que la science-fiction française a une histoire, notamment en BD et en livre. Puisque, ben, par Non, exemple, mais c'est pas juste une histoire, sinon il y a vraiment des créateurs qui ont oui. marqué la Bah, science-fiction. tu prends Star Wars typiquement, c'est inspiré. Bon, il y a une partie de Capitaine Flamme et une partie c'est Valérian, qui Non, est mais une BD franco. complètement assumé pour Voilà. Lucas d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. L'influence, C'est ça. Parce c'est qu'à la c'est base- même pas caché, quoi. C'est À la assumé. base, lui voulait adapter Valérian, Oui. et en fait, c'était trop compliqué à adapter, et c'est pour ça qu'il a Oui. changé d'histoire. Ouais. Non, mais c'est ça que c'est lamentable. Il y a Tu prends le Ah, transpersonnage Ouais. de Snowpiercer. Mhm. Bah, c'est une BD française à la Oui. base, des années 70. Et qui l'a adapté? C'était des Et Français qui a- qui l'ont adapté? ben non, Non. des Coréens, des Américains. Voilà. On ne défend pas notre culture. Pareil pour La Planète des Singes, hein. C'est un auteur qui s'appelle Pierre Mais tant Boulle. pis, il me mais semble. tu vois tout l'héritage des métal hurlants et ils Voilà, sont, Enki Bilal, euh, Moebius. c'est plus son équivalent américain avec heavy metal. C'est ça. Bref, on va Bah, pas enfoncer des portes ouvertes voilà, comme en fait, c'est déjà. le dernier grand film de science-fiction qui a été un peu défendu, et encore parce qu'il y avait des acteurs américains dedans, c'était le 5e élément, hein. Parce que même Valérian, justement, de Luc Besson, n'a pas tant été soutenu que ça. Bon, le film Non. en soi n'était pas. Il était C'était pas pas ouf, mais il mais aurait il mérité était un meilleur moins sort. pire que Voilà. il se disait, je pense. Et qu'est-ce qui se fait en ce moment aussi, hein. Ouais. Il était même pire que beaucoup de gens ils disent. Voilà. Mais bon, Luc Besson, c'est pas non plus un gars que je tiens en grand après. Oui, oui, le personnage est pas. Mais bon, le 5e élément, c'était chouette. Quand Oui, même. oui, non, mais c'est un de mes films préférés Ouais. quand même, ça ne changera pas, mais ça ne change pas. Mais en tout cas, ce que je trouve lamentable, c'est qu'on en parle d'un film, comme tu as dit, de 2011 2006. 2006, 2006. pire encore. Déjà, on était sur ça. On est en 2024. Oui. J'allais dire 2023. Oui. 2024, il y en est sur les mêmes moves. Oui, quoi. c'est ça. C'est un immobilisme, je suis désolé. Autant que moi, que je ne suis pas français, et quand on dit à l'extérieur les chauvinismes français, Ah oui, oui. c'est finalement, Oui, non, mais c'est vrai, hein. c'est une vérité. Quoi. Quand C'est tu vrai, vois hein. à niveau des sotestances, on ne parle pas au niveau C'est des ça. gens parce que ça c'est injuste, mais à niveau des sotestances, des gouvernements, des cultures, c'est exactement ça. C'est un immobilisme. Ouais, ouais. C'est ça qu'il existe, c'est comme ça, il ne peut pas être modifié. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. C'est- La voilà. langue, il est comme ça. Tout il est en bloc, en marbre, qui ne peut pas Et, être et bougé. le cinéma français, ça doit être soit que des films de société, soit que des comédies à la con, comme tu disais. Mais juste combien avant. il en sortent Voilà, par c'est mois, ça. quoi. Alors que paradoxalement, et c'est là que c'est très paradoxal, c'est qu'on arrive à proposer des films originaux. Oui. Que ce soit en production seule ou en coproduction avec d'autres pays européens. Mais par exemple, on l'avait un peu évoqué il y a quelques temps, mais les Chroniques de Vesper, c'est une coproduction française, le film est génial, quoi. Oui. Et Oui, il oui. est hyper original, c'est pas un truc qu'on a vu tout le temps. Enfin, C'est ça. on a c'est des ça. Il y a des propositions. inspirations, bien Voilà. sûr, mais On a Le Visiteur du Futur aussi, qui est une proposition assez oui, mais unique. cet film, en il est son sorti genre. en amont pour les couilles du réalisateur. Oui,
Mais ni plus ni moins. Hein. C'est ça. Voilà, ce n'était pas pour les résilience, je ne vais pas Oui, dire là, comme oui, ça, c'est ça, c'est ça. des cartes, il n'aurait jamais sorti. Oui, Quoi. oui, ben oui. C'est pour ça, parce qu'il a dû chercher des financements au De fond partout. du trou. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et il sort un film avec un budget très faible et il sort des effets visuels que même des films, même Flash, En ça parlant sort moins pas, bien. ça parle pas. Voilà, alors que là Parle c'est pas. un film, et le film est cool hein, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, Visiteur du futur, mangez-en, hein, c'est très bien. C'est ça. Ouais, voilà. Parlons de l'histoire. Allez, vas-y, développe, parce Donc, que sinon on pourrait rester coincé pendant longtemps. de quoi nous parle Renaissance? Alors Renaissance se situe en 2054 pardon, dans la mégapole de Paris, puisque là le trait particulier du film c'est vraiment la ville de Paris, d'où l'inspiration un peu à Blade Runner, où c'est une mégapole tant horizontalement que verticalement, c'est-à-dire que c'est un vrai labyrinthe en fait. On se demande comment les gens arrivent à se repérer, et tout en gardant l'identité visuelle du Paris qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on a la Tour Eiffel, on a Notre-Dame de Paris, on a les grands monuments, on va dire. Ouais. Mais qui sont au milieu d'une ville tentaculaire et qui va en plus de manière assez originale, j'ai trouvé. La verticalité se fait en profondeur en fait. C'est-à-dire que la surface, il y a la Tour Eiffel, tout ça, le ciel. D'accord, ok. Et après, ça part dans les bas-fonds pour être. D'accord. Donc ils sont fait défoncer les catacombes. Ils ont tout défoncé. Ils ont tout défoncé parce que, par exemple, c'est des visuels qu'on connaît, mais qui sont légèrement modifiés. Par exemple, quand ils sont à Notre-Dame, ben, la Seine, enfin, le cours d'eau de la Seine, on suppose que c'est la Seine, et 15 mètres plus bas que ce qui devrait être, en fait. C'est assez étonnant, mais visuellement, c'est très intéressant, et on y reviendra un peu plus tard. Et donc, dans ce Paris de 2054, on suit au tout début une scientifique du nom de Ilona Tassouyev, qui est brillante et qui travaille pour un gros groupe et sur un gros projet. Le gros groupe, c'est le groupe Avalon, qui est une entreprise, un consortium pharmaceutique, avec tout... c'est les méchants, quoi, c'est les gros cons. Hein, on dit consortium pharmaceutique, on a tous compris que c'était pas les gentils. Dont le projet intéresse au plus haut point ses employeurs. Elle travaille sur un soin, un vaccin qui pourrait potentiellement soigner la progéria. En fait. La progéria, c'est le fait de vieillir très très vite. C'est-à-dire qu'on a des gamins qui ont une dizaine d'années mais qui ont la peau et l'apparence d'un vieux de 80 ans. Et donc elle travaille là-dessus avec toutes les implémentations commerciales qu'on peut rajouter derrière. Parce que si on lutte contre la progéria, qu'on lutte contre la vieillesse, il peut se passer des choses derrière. Ouais. Et donc cette personne se fait enlever quasiment au tout début du film. Et l'inspecteur Barthélemy Carras, qui est le héros, se voit confier l'enquête un peu sous la pression justement du consortium d'Avalon, qui passe un peu par-dessus la hiérarchie officielle, on va dire. Et du coup, il se retrouve un peu projeté dans cette enquête par défaut, puisque son unité, c'est une unité spéciale qui travaille sur les disparitions ou les prises d'otages. D'ailleurs, la scène d'intro, elle est assez sympa, puisque c'est une prise d'otage... où c'est des gamins qui sont pris en otage et lui il est dépêché sur place, on lui demande d'attendre et voilà, c'est un héros de polar noir donc il n'écoute pas sa hiérarchie forcément, il rentre et il casse la gueule à tout le monde, mais c'est pas mal, c'est bon petit héros. Et donc, son enquête commence donc sous la pression du président de Avalon, qui tient absolument à retrouver sa poule aux œufs d'or. C'est pas le conjurant à rencontrer la sœur d'Ilona, qui s'appelle Bislaine, et qui tente de retrouver sa sœur de son côté, et qui a la particularité de travailler un peu pour Avalon, j'allais dire Amazon, c'est lapsus révélateur, et de fréquenter un peu les milieux interlopes, le milieu de la nuit, les milieux de la pègre. Elle est un peu amie avec des gens pas très fréquentables. Et donc, forcément, se crée des liens entre les deux personnages qui sont assez bien écrits, pas original. Oui, voilà, oui, c'est non, un polar noir,
très sympa. Et donc le danger rôde et dans le sillage de ces deux personnages qui enquêtent pour essayer de sauver. Notamment, le danger prend forme à l'image c'est un commando qui est équipé de tenues, comment on dit, de camouflage optique. Oui. C'est-à-dire D'accord. un peu comme dans Ghost in the Shell. Oui. D'ailleurs, c'est une des références du film. Et on les voit toujours plus ou moins Mais je espionnés. pense qu'en Ghost in the Shell, il appelle comme ça, un camouflage Oui. optique. Peut-être, ouais. Je pense que oui, mais j'en trouve. C'est ça. Et On ne va pas faire un erratum voilà. à chaque vidéo. Je ne suis pas sûr à 100%, mais bon, là, il n'y a pas besoin d'erratum. Pas pour ça, quand même. et qui ont la fâcheuse tendance d'interférer de manière assez brutale dans leur enquête. C'est-à-dire que quand ils commencent à trouver des pistes, des fois, les témoins disparaissent de manière plus ou moins brutale. Bref, le défi qui se présente à eux est assez inextricable, d'autant qu'il y a des rebondissements, tout comme dans tout bon polar noir qui se respecte. Il y a d'autres rebondissements qu'il faudra aller voir dans le film, puisque c'est vraiment un film à voir. Du coup, Renaissance, c'est un film noir dans un écran de science-fiction, hein, c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est-à-dire qu'avant tout, c'est un film noir. La science-fiction sert d'habillage à l'histoire. Et donc, c'est vrai que ça avait été une des critiques à l'époque des gens qui avaient vu le film. C'était que le monde n'était pas assez expliqué. Alors qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer parce que c'est visuellement tellement brillant. Il n'y a pas besoin d'expliquer la ville, il n'y a pas besoin de se repérer vraiment dans la... On s'en fiche, laissons-nous porter par la proposition. Après, on se plaint des films où il y a les méchants en train de t'expliquer les plans. Je suis méchant. Tous les films, tu vois les scènes, tu comprends tout qui c'est un jeu, mais il y a quand même un personnage qui va venir t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans les scènes. Tu te dis, on nous traite pour des cons, mais tout finalement, peut-être, on les mérite. C'est ça, c'est un peu comme dans les shonen où le méchant explique ouais, mais les shonen, c'est un code. Mais voilà, c'est un code, mais on a appliqué ce code à des non, trucs je pense que c'est même pas. Si c'était ça, encore, ça serait parce que c'est un style. Tu sais, ils ont assumé un certain style. Enfin, les shonen, bon, c'est n'importe quoi. À chaque fois, ils te racontent tous les méchants, tous les plans avant de faire. Surtout Jojo Bizarre Adventure. On ne touche pas Jojo. Non, mais après, j'apprécie, hein, mais c'est vrai on que. On ne touche pas Jojo. On ne va pas se fâcher. Les gars parlent une demi-heure pour expliquer. Mais tout à fait, il en faut. Il parle pas assez encore. Il est plein, il n'est pas à s'expliquer. C'est un peu comme dans Baki aussi. Je sais pas si tu as vu. Baki, pas trop, non. Le gars fait une technique et après ils expliquent pendant 3 épisodes pourquoi la technique. Juste qu'il n'y a là pas les niveaux des dossiers décrets qu'il y a dans Jojo. Mais bref, les questions, c'est que quand même dans les shonen, c'est une question assumée. Ça prend pas les gens pour les cons, les choses. Voilà, c'est une question assumée, ça va dans les codes du shonen, d'expliquer ça, etc. Tu aimes pas, ça, chacun ses droits. Mais là, nous, on n'est pas sur ça. On est sur, on considère les gens des cons, il faut tout expliquer. C'est ça. Et non, il faut arrêter quoi ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de gens qui comprennent pas la saison 1 de The Witcher, qui est quand même la meilleure saison. Alors, c'était celle la plus proche des romans et il fallait pas être con pour comprendre qu'il y avait des ellipses temporelles. Alors peut-être que pour les 2 premières ellipses on est un peu perdu, mais après il y a toujours des éléments des gens qui te disent qui nous permettent de comprendre. J'ai pas compris Inception, j'ai pas compris Interstellar, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'il y a besoin de comprendre tout en plus? Parce que la part de mystère est importante aussi. Mais vraiment, en quel moment du film, quand tu vois Inception, tu ne comprends pas que c'est un rêve dans un rêve dans un rêve. C'est ça. En quel moment tu ne le comprends pas? Surtout que pour le coup, c'est un peu expliqué parce que quand il forme justement le personnage de. Alors il faut dire Elliot Page, maintenant c'est plus Ellen Page. Quand DiCaprio forme le personnage de Elliot Page, il lui explique qu'il y a plusieurs strates, il explique toute la stratégie qui se passe après dans le film. Je veux dire, bon. Mais c'est ça, ça suffit. Mais une explication comme ça suffit à comprendre. Il ne faut pas non plus chaque fois te mettre dans l'évidence. Ah, tu n'as pas compris. Mais regarde, si c'est passé comme ça, c'est passé comme ça. Non, ici, tu n'as pas compris. Attends, je vais prendre 2 minutes pour te l'expliquer. C'est ça. Oh, allez, vous faire voir. Et là, en fait, Renaissance a pris ce parti pris, c'est-à-dire qu'on est en 2054 dans une ville tentaculaire et c'est acté, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. On est jeté dans le monde. Et on se débrouille. Mais on en parlera sur les un film qui tu vas en parler. Mais c'est pareil. C'est pareil, mais on n'a pas besoin de voir plus.
Est-ce que quand on prend une BD, un comics, bon, les mangas un peu différents, ça dépend surtout si on parle shonen, ils sont trop tendance à expliquer. Mais si on prend notamment des BD, je pense que c'est celui qui les font plus. Dès la première page, tu es submergé dans les mondes, il n'y a pas forcément l'explication détail pour détail comment ils fonctionnent. Mais d'autres t'es jeté dans l'univers. Mais à tel point que les mêmes auteurs, il se permet au fur et à mesure de l'évolution, l'univers grandit. Et je pense que par exemple la BD dont tu avais parlé, Carbone et Silicium, on ne t'explique pas pendant 3 heures le truc. Quoi. Non, tu te montres, tu sautes, tu fais des sauts temporaires. Tu acceptes la proposition ou pas. Ouais. Après, ça ne sert à rien de rager derrière. Ça s'appelle la suspension volontaire de l'incrédulité. C'est ça. Et bon, les gens, apparemment, ce modèle-là, il est très compliqué. Oui. Bref. Et donc, voilà, l'aspect science-fictionnel donc, est en arrière-plan. C'est très bizarre parce que c'est en arrière-plan, c'est secondaire, mais en même temps, c'est très présent. C'est-à-dire que si on y prête attention, il y a plein d'éléments. Bon, pour ça, le deuxième film est mieux fait, je trouve, que celui-là. Mais là, moi, franchement, j'étais ébahi. Même des fois, je faisais des pauses pour bien profiter des panoramas qu'il y avait. Surtout que c'est du noir et blanc et que j'adore le noir et blanc. En plus, c'est un noir et blanc particulier, j'en parlerai un peu après, mais c'est vraiment pas mal. Et donc, cet aspect science-fictionnel est présent dans tous les plats du film, et c'est pas le propos principal, il faut l'accepter. C'est un polar noir avec tous ses codes, les personnages usés par la vie, la violence, le cynisme. Néo-noir. Voilà, là, le côté un peu dépressif, le côté dépressif où il n'y a pas de... C'est pas un truc, c'est pas un monde qui donne envie d'espérer en fait. Tout est noir et blanc, hein. Tout est noir. Oui, non, mais c'est cette esthétique impulsée ça. Pour Blade Runner, mais pas que Blade Runner hein, d'ailleurs. Apparemment, ils se sont beaucoup inspirés, j'ai lu une interview du réalisateur, ils se sont beaucoup inspirés aussi des polars noirs des années 50. Oui. Les films américains qui se passaient toujours la nuit. Non, mais c'est exactement ça, c'est la transposition de cette monde désespéré, étouffé. Ok, dans les polars noirs, c'était les bas-fonds, cette société criminelle qu'il était. Parce que dans les polars noirs, toi, tu sais, c'est les criminels, ils ont été. Ils ont été poussés à des criminels parce que la société elle était comme ça, parce qu'ils ont grandi dans ça, etc. Et là, ils changent cet élément pour dire que déjà la société tout entière, il est comme ça. Il est submergé dans la dépression. Que c'est ni plus ni moins qu'un miroir de la société à qui nous conduit. Hein. La science-fiction, c'est une image rémanente de la société actuelle. Ouais. Et donc, et là j'y viens, le noir et blanc, le choix de noir et blanc que eux ont choisi est assez osé, et je pense que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles ça n'a pas trop marché, parce que c'est un noir et blanc très contrasté, il n'y a pas de nuance. C'est-à-dire que c'est soit blanc, soit noir. Et à la rigueur, si on fait attention sur des gros plans et tout, ils ont mis un peu des nuances anthracite et tout pour avoir un meilleur rendu en fait, mais sur les plans larges, noir et blanc. Et les décors c'est pareil, hein. C'est-à-dire que quand on a un mur de briques, noir et blanc. Donc ça donne une patte assez particulière. D'ailleurs, c'est quelque chose que ça a fait, c'est quand il est sorti SimCity. SimCity, quasiment. Alors c'est inspiré de la BD, des rendus visuels de ce que peut être. Et là encore, les BD noirs, même franco-belges de l'époque des années 50, c'était des noirs et blancs très contrastés, il n'y avait pas d'ombre. Mais effectivement, une des inspirations du film, alors pour le visuel, j'insiste pas pour le scénario, mais c'est les BD de Frank Miller, hein, clairement. Bon, donc c'est un noir et blanc sans nuance et ça donne une impression oppressante. Ça amplifie un petit peu le côté oppressif de l'enquête et de la mégastructure qui est Paris, qui est du coup pas du tout accueillante de fait de ce contraste permanent. On est à la croisée du cyberpunk avec Blade Runner, etc. Et sur certains visuels, étonnamment, puisqu'ils ont gardé des éléments architecturaux du vieux Paris, un peu steampunk. Ça fait un peu. Ouais. Bon, c'est plus cyberpunk que steampunk hein, quand même. Oui. Mais il y a quelques éléments architecturaux. C'est à la croisée des chemins, ouais. Voilà, notamment quand on est dans les vieux quartiers, il y a des éléments architecturaux, il y a un mélange de technologie et de vieux, où on se dit il y a un petit peu de steampunk là, ça fait cool.
On sent que c'est pas de la technologie récente en fait, c'est un truc usé. La ville elle est usée. Et c'est vraiment chouette. Et donc là encore, ce qui a pu peut-être un peu décontenancer les personnes, c'est qu'on a mis le côté spectaculaire complètement de côté. C'est-à-dire que quand on te montre la ville, à part le plan du début où on te montre une vue de la Tour Eiffel, et après on part dans les bas-fonds de la ville sur une espèce de plan séquence en plongée, où là c'est assez balèze. Mais après tous les autres plans qu'il y a dans le film, c'est des plans du film en fait, de l'histoire. On ne cherche pas à t'en mettre plein la vue avec des mouvements de caméra de partout, on te montre toutes les architectures et tout. Donc c'est vrai qu'on est assez collé à l'histoire et pas trop à l'univers qu'il y a autour. Alors, ça peut, je comprends que ça ait pu peut-être un peu embêter certaines personnes qui auraient bien aimé avoir un côté un peu plus spectaculaire du fait que ce soit de la science-fiction. Parce que pour beaucoup de gens, la science-fiction, c'est plus du truc Star Wars où c'est grandiloquent, alors que non, il n'y a pas que ça dans la science-fiction. Mais pour moi, le procédé reste brillant. Voilà, ça c'est pour ce que j'avais à dire du film noir dans l'écran de science-fiction. Et pour finir, bon, Renaissance, c'est un film qui a divisé à sa sortie, je le disais. Et d'ailleurs, c'est un échec commercial cuisant, hein, puisque le budget est de 18 millions d'euros et il en a rapporté que 1,8 million dans le monde entier. Ouais. Dans le monde entier, ils ont rapporté qu'1,8 million d'euros. Ce qui explique peut-être pourquoi les réalisateurs et les scénaristes ont mis du temps à se remettre pour pouvoir repartir sur d'autres projets. Parce que les gars ont été à la tête quand même d'un gros échec commercial qui, pour ma part, ne me paraît pas justifié. Un tel échec. Alors peut-être Après, il faudrait examiner plus de près les marketing et tout qu'il y a mais autour. je pense que ça n'a pas été bien défendu, même si effectivement il y a les. On a des cas d'école, hein, Oui. comme John C'est Carter, hein, par exemple. c'est ça. Un Mais- film qui en soi, il est bien, C'est ça. et ça a Mais été qui n'a un pas été échec. défendu par Disney. Non, mais c'est même pas défendu, c'est Ouais, ils l'ont c'est un saboté. cas d'école de comment pas faire Ouais. Ils l'ont comparé à Star Wars, il y a tout ce qu'il fallait pas faire, ils l'ont C'est fait. ça. Bref, mais je ne vais pas parler maintenant de John Carter, Ouais. c'est sur ça qu'il Après- faudrait voir ça parce que je n'ai pas vu les films, je vais les voir bientôt parce que ça, de ça que tu me parles, ça m'intéresse, mais je ne vois pas tant d'éléments pour être un échec si puissant. Après, comme je te dis, la proposition, le choix de ce noir et blanc et de la réalisation sont étonnantes, parce que c'est pas un truc qu'on est habitué à voir, donc ça peut-être rebuter certaines personnes. Après, il faut dire que d'un point de vue du scénario, c'est pas le scénario original, c'est un truc, on va dire un peu, d'ailleurs ça fait partie des critiques, hein, que le scénario est assez convenu, voire faiblard. Bon, moi j'ai pas trouvé perso, j'ai trouvé mon compte. Alors certes ce n'est pas original, mais franchement la proposition, après si on n'aime pas les films noirs, parce que là encore c'est une proposition particulière, le film noir ça plaît pas à tout le monde. Donc on part sur un film à gros quand budget. même. Mais moi, honnêtement, je ne comprends pas l'échec. Qu'il n'ait pas rentré les 18 millions d'euros parce que c'est de la science-fiction française et que c'est compliqué de s'imposer, soit. Mais passer autant à côté de S'il a visé l'international, c'est difficile quand même. Et aux États-Unis, c'est Miramax qui l'a distribué, pourtant une grosse boîte, mais qui l'a pas du tout défendu. Enfin, ça n'a pas été. Et pourtant avec un casting de fou, quoi. Mais bon, voilà, la proposition. Ça arrive, hein, des fois, on ne trouve pas le public. C'est peut-être un film à réhabiliter, c'est pour ça que j'en parle, parce que, alors comme j'ai dit, hein, c'est pas le film de l'année, hein, qu'on soit d'accord. Hein, c'est un film qui pâtit des fois d'un manque peut-être de rythme dû au style d'histoire qu'il raconte. Ça manque un peu d'action, c'est pas très spectaculaire. Mais franchement, pour ce que ça raconte et pour la réalisation de l'époque, puisqu'il faut se rappeler que c'est un film de 2006, la prouesse technologique est assez balèze parce que pour l'avoir revu récemment, c'est pas si daté que ça. C'est daté, mais ça tient la route. Ça tient vraiment la route. Bon après, ça reste, on sent que c'est pas un film qui date de récemment, quoi. Hein. Voilà,
Voilà, et moi, pour ma part, je pense que c'est un film qui a pas bien été défendu et peut-être qui n'a pas été bien compris par certains qui s'attendaient à totalement autre chose. Ou alors on avait présenté ça comme une révolution totale, un peu comme Rebel Moon, là, la révolution qui au final... Comment on peut être absolument original au jour d'aujourd'hui quand on voit toute la production culturelle qu'il y a et qui sont au final, même les productions originales, tu trouveras toujours des inspirations qui viennent de loin. Original, je ne sais pas. Tout pourrait être authentique. Oui. On est d'accord. Original, je ne sais pas s'il y a rien original en soi. En tout, en comprenant. Oui. Il y a des esthétiques originelles, il y a Oui, des mais visuels originels. tu peux habiter après ton histoire. Mais Pas faire un tout gloubi-boulga, peut être authentique. Voilà, Tout c'est peut ça. être. Raconter l'histoire. Hein. C'est ça. C'est originel. Je sais pas. Les mots original en diffusion en tant que tel, ça c'est compliqué. Oui, oui. Parce qu'à niveau d'histoire, tout était déjà Ah bah oui, raconté pour les Grecs, on va dire. Voilà, c'est ça. Pour certains extrémistes, on va dire, tout a été raconté par Homère. Et après, c'est que des redites, quoi. En quelque sorte, Pour des si on extrémistes, oui, non, mais en quelque sorte, les thèmes fondamentaux de chaque histoire, si, c'est vrai. C'est ça. Si on va vraiment aller à la minime expression, C'est ça. après, cette minime expression, il est habillé de plein de choses autour. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est sur une époque que la science-fiction, il est compliqué de faire mieux déjà qu'ils ont fait des autres auteurs, qui sans doute ils arriveront, hein, il y a des autres. Mais même s'ils sont des Reddit, même s'ils sont tu peux faire quelque chose, tu composes avec plein d'éléments pour créer quelque chose de nouveau, en fait, finalement. Pour moi, c'est ça l'originalité. C'est toi un chaudron, il y a tout qui gribouille dedans, il toc, 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 tout pique et tout crée un truc authentique. Quoi. En fait, voilà, c'est ce que bon, je l'ai dit un peu différemment de toi, mais il faut qu'il y ait un lien, en fait. C'est-à-dire que si tu prends des inspirations que pour mettre des inspirations ou des easter eggs et tout, c'est pas, ça prendra pas. Je pense pas que ce soit les cas, mais bon, je sais pas. C'est peut-être pour ça que la première version de Rebel Moon ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que un gloubi-boulga de trucs et qu'il n'y a pas de corps en fait dans l'histoire, comme c'est le cas de beaucoup de films qui sortent actuellement d'ailleurs. Bon, moi j'ai pas trouvé que c'était un gloubi-boulga, le Renaissance. J'ai trouvé que ça avait quand même une certaine âme et que ça valait le coup de regarder. D'autant que là encore, c'est un film de science-fiction français. Et Dieu sait que, comme on l'a dit précédemment, on pâtit des comédies à la con, on pâtit des films de société où tu as une personne qui a un cancer et qui ne va pas s'en sortir. C'est bon, le cinéma, c'est aussi pour faire rêver. Les Français, il y a des créateurs qui ont leur mot à dire pour nous faire rêver ou pour nous faire déprimer, un peu comme c'est le cas. Non, mais qu'il faut surtout arrêter de considérer que la science-fiction, c'est un style de deuxième classe. Non, On a des temps, à dire, il peut être si profond, voire plus, c'est ça, que n'importe quel film des sociétés ultra réalistes. D'ailleurs, maintenant, pour revenir à John Carter, le bouquin dont est tiré John Carter, c'est La princesse de Mars, est considéré maintenant, alors qu'à l'époque c'était considéré comme de la littérature à la con, c'est devenu un classique de la littérature. Ouais, mais ça, avec le temps. Avec le temps, les choses évoluent et la science-fiction est devenue... Mais on a du mal à évoluer parce que si on regarde même dans les facs de littérature, par exemple, en anglais, en référence, à ce jour, il y a 2-3 auteurs qui sont traités. En plus, le fait que les États-Unis ont cette fâcheuse tendance à canceller certains de leurs propres auteurs, parce que c'est pas dans l'air du temps. Même dans Oxford, Cambridge, et des trucs comme ça, les auteurs qui sont traités aujourd'hui, qui sont traités à science-fiction bien sûr. dans sa vie, c'est Philip K. Dick et Ursula K. Le Guin. C'est ça. Point. C'est ça. Point. J'imagine bien qu'il aura des profs à droite, gauche qui défendront des autres choses. Il y a toujours des gens habités par la passion et qui vont... je suis convaincu, mais en tant que programme officiel, ça s'arrête là, quoi. C'est ça. Bon, et en France, n'en parlons pas, puisqu'on en parle même pas de la science-fiction. On parle qui sont très bien à voir aussi, hein, attention, il y a à lire. On parle beaucoup de Zola, de Victor Hugo, mais voilà, c'est bien. On ne va pas rentrer dans ce débat. C'est bien de voir qu'il y a autre chose. On ne va pas casser ça, parce que alors là, on va rentrer de comment motiver les jeunesses à lire. Il ne sait pas les futans des bouquins. On est d'accord, on est pleinement d'accord. Mais ça serait bien d'avoir d'autres propositions, c'est-à-dire proposer ça, mais proposer autre chose justement pour donner le goût de la lecture. Voilà, Lambert, d'abord donner le goût de la lecture, et après tu proposes. C'est ça.
Mais Bref, c'est ça. tant pis, on pourrait parler des autres. Ouais, on peut en parler tout le temps. Et donc voilà, j'aimerais qu'en France on puisse défendre un peu plus ce genre de projet parce que quand on regarde l'univers foisonnant qu'on peut avoir dans la BD franco et pas que dans la science-fiction d'ailleurs, hein, dans le médiéval fantastique et tout ça, on a des propositions, qu'elles soient littéraires ou BD ou même fiction audio, puisque les fictions audio françaises sont de très très bonne qualité, mais qu'on n'arrive pas à passer ce pas du cinéma. Et on arrive un peu maintenant à avoir quelques séries de temps en temps qui sont un peu originales dans l'univers français, je parle, hein, bien sûr. Et ça serait bien d'avoir un peu plus ce genre de projet pour nous faire voir un peu autre chose que les SECPA ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est bon quoi, c'est bon. En plus, ça m'énerve, voilà. juste d'y penser, ça m'énerve. C'est ça. Et donc, juste pour finir, au niveau des avis, donc sur Allociné, sur 3200 votants, il a 3,3 sur 5, le film. Sur Sens Critique, il a 6,3 sur 10, sur 3000 votants, pareil. Et sur IMDB, sur pratiquement 16 500 votants, il a 6,6 sur 10. Donc, c'est un film qui est au-dessus de la moyenne, mais qui a quand même divisé un peu l'audit. En tout cas, tu m'as donné envie de regarder, je regarde à voir. C'est un bon film, et que ça donne. Dans les influences données, donc il y a Ghost in the Shell, il y a les Frank Miller, il y a Blade Runner, Bienvenue à Gattaca, un peu l'univers de Enki Bilal et d'Homo Ibus qui se retrouvent un peu à droite à gauche. Et c'est vraiment, moi je pense que c'est un film à voir et qu'il faudrait réhabiliter. Il est disponible pour ceux qui ont un compte Amazon. Actuellement, il est disponible. On peut le voir pas gratuitement puisqu'il faut payer, il faut s'acquitter de l'abonnement de Amazon qui va en plus augmenter dans pas longtemps, donc ils se foutent de notre gueule. Mais si vous l'avez, profitez-en, allez le voir. Mais tu comprends, Bezos, il n'y a pas assez d'argent. Non. Les pauvres. Il gagne des millions par seconde, il voudrait gagner des milliards. C'est ça. Allez voir le film quand même, Ouais. il est vraiment chouette. Et en plus en DVD, si vous ne voulez pas passer par Amazon, il se trouve pour une bouchée de pain, je pense. Allez-y. Ou téléchargez-le si vous voulez. Mais regardez-le. Voilà. Moi, je serais plus pour payer, puisque là, vous rétribuerez la production française et ça serait cool. Je suis même pas sûr à quel point ils sont rétribués en étant sur Amazon Prime. Oui. Je sais pas. Ça doit sans doute un peu. Ça doit rétribuer comme Spotify, c'est-à-dire une misère, mais ça doit rétribuer un peu, donc c'est bien. Oui, mais... Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Allez, à moi, d'un coup. À toi. Alors, là, pour casser un peu les rimes, je vais parler d'un comics. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de ça. Blanche-Neige Rouge Sang. Comme déjà, vous pouvez voir sur la couverture, ce n'est pas du tout pour les enfants. Déjà, Rouge Sang. Ouais, non, mais la couverture, déjà, les corps ensanglantés, d'ailleurs, c'est curieux parce que les dessinatrices, déjà, j'en doute. Colline, je pense que c'est une fille. C'est un double emploi, ça dépend comment. Colline avec 2 E, je pense que c'est féminin. Moi aussi, je pense. Il me semble que le masculin c'est IN et le féminin c'est Bref, EN. je ne vais pas chercher, j'avoue, donc je risque d'être loin. En cas de doute, je vais traiter au féminin, donc voilà. Si je me trompe, autant pour moi. En tout cas, il parle qu'il avait eu une première version de la couverture, qu'il était plus enfantine et qu'ils l'ont vite fait corriger parce qu'il dit non, il ne faut pas donner envie d'acheter avec les noms qui se promenaient. Bon, bref. Ça, j'en reviendrai plus tard. C'est un comics d'un petit gars que je n'ai pas assez parlé. C'est pas connu, hein. tout. C'est à la plume, il y a Neil Gaiman et Colin Doran au dessin. Donc, Neil Gaiman, je pense, là par contre, je suis sérieux, je pense que je n'ai pas assez parlé dans cette émission. C'est sans doute mon écrivain préféré actuel, avec différence. Et quand je parle d'écrivain, même si on est en train de parler de comics, parce que pour ceux qui connaissent déjà Neil Gaiman, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Mais Neil Gaiman, à l'origine, il a été d'abord scénariste des comics, notamment de sa série plus connue, et que maintenant il est très répandu grâce à la série Netflix, Sandman, que c'est juste un bijou du comics, mais juste de l'art en tout entier. La passion de narrer, de tout. Mais après ça, c'est un très grand écrivain qui a fait
énormément de bouquins. Surtout, c'est un conteur. C'est Oui. vraiment la notion du conteur. Tous ces bouquins que j'ai lus, il y a cette notion de narration, du conte, tu sais, à l'ancienne, qu'il est très ancré dans sa narration. Après ça, on voit bien que c'est un gars hyper cultivé, Oui, que oui. c'est très bien Ah qu'il oui, parle. oui, oui, Donc, oui, bien bon. sûr. Et puis bon, c'est un auteur qui est, alors pas autant adapté au cinéma que peut l'être Stephen King ou quoi, mais dont les œuvres sont pas mal adaptées. Hein, puisque, Moi, je pense qu'il s'est très peu adapté. En fait, c'est maintenant qu'il commence à Ouais. avoir une très Au grosse début des adaptation. années 2000, tu avais eu Stardust, tu avais eu Ouais, Coraline. ouais, Coraline, c'est une version un peu Oui, particulière, oui, mais qu'il est très correct. Voilà. D'ailleurs, bon, lui, c'est l'auteur parce que Coraline, à la base, c'est un roman. Oui, c'est un roman de lui. Stardust aussi, c'est un c'est un roman. roman. Ouais. Même s'il y a eu aussi ça dérivé en comics plus Oui, tard. oui, ben oui, parce que- Mais il y a aussi un autre, il a été adapté sur une série anglaise parce que forcément, lui, il est anglais, c'est Nevermore. Oui, Il y a eu Nevermore, ouais. une Oui, c'est série de une ou deux saisons. Mais c'était cool ça en plus. Il y a aussi la plus connue, à Godomens. part hormis Sadman, c'était American Gods, Ouais. dans aussi la plateforme de chez Bezos. Ouais. Il y a Godomen aussi. Good Omens, mais Good Omens, c'est un En deux. roman à deux. À deux. Mais Donc, il est dedans. parce que c'était l'autre auteur que Terry j'adore, Pratchett. Terry Pratchett, qui s'est écrit à demain. Bref, voilà. Cela étant dit, c'est pour dire que Neil Gaiman, c'est un auteur qui est d'accord. Tout qui sort, j'étais à lire. Il y a des. Moi, je pense que je n'ai rien lu de mauvais. Il y a des plus bons et des moins bons, mais tout est bon. D'accord. Et c'est objectif. C'est tellement objectif. Il n'y a pas de subjectivité du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, ça m'a un peu surpris quand je n'étais pas courant, je ne suis pas dans ça. Quand j'ai vu apparaître ça en français, je ne l'avais pas vu en anglais, étonnamment pour moi. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment un tout petit comic ce qu'il doit faire. En tout, il n'y a pas les pages, mais il doit Ça, faire les une pages quarantaine, bonus. cinquantaine de pages, je pense, en Ouais, tout, ça, et partout. ouais, un peu comme de la BD C'est franco. après ça. Voilà. Et en fait, il reprend l'histoire de Blanche-Neige, les contes de Blanche-Neige, du point de vue de la belle-mère. Ah. Et cette fois-ci, en fait, ben, on peut spoiler, mais c'est dit dans les premières pages, Blanche-Neige, en fait, c'est un vampire. Ah. On ne sait pas comment il est né comme ça, mais il est né comme ça. Et en fait, D'accord. tout qui ça passe, c'est les contraires. C'est la belle-mère Donc qui en fait, Blanche-Neige, enfin, la belle-mère n'est pas si méchante que ça. Non, il n'est pas du tout méchante. Là, ici, c'est la victime. C'est carrément. Ah. C'est toute la version. C'est elle. Il fait que défendre les royaumes. Il essaie de défendre son mari, qu'il a fini bouffé pour Blanche-Neige, en fait. Point de vue intéressant. Ouais. Là, la version, par exemple, il envoie les chasseurs à arracher les corps à Blanche-Neige, que dans l'histoire, dans les contes originaux, il amène un corps d'un cochon, de Ouais, ou mémoire. de cerf. Ouais, un truc comme ça. Ici, non. Ici, vraiment, il dit qu'il ramène les corps de Blanche-Neige, juste qu'elle, il ne mord pas. Ouais, bah ouais, c'est un vampire, donc forcément. Il ne mord pas. Et ça, la hante, jusqu'à la nuit, il finit comme les contes originaux. Donc, la belle-mère, il finit pas bien. Donc, c'est les méchants qui gagnent. En fait, ici, c'est pas soit un spoil parce que c'est juste une réécriture de l'histoire. Oui, bien sûr. Mais déjà avec du talent. Comme Bah, on ne pourrait pas s'attendre autrement. Cette version, cette réécriture, on voit une connaissance vraiment de l'histoire très approfondie. Et pas juste des versions plus consommées, sinon vraiment de l'histoire originelle. Bon, parce qu'il y a vraiment des détails qui vont à chercher, que si tu as lu les contes originaux de les baser, les films, Blanche-Neige et tout ça, c'est incroyable. Là aussi, les nerfs, c'est... Il y a une scène, en fait, juste, je dis parce que ça m'a semblé tellement magique, il t'aimait déjà tous les contextes, où quand il y a la belle-mère qui est déguisée pour aller amener les pommes, etc., il essaie de se cacher, tout ça, et en fait, il voit les nains sortir de la grotte, qui c'est tous des connards. C'est quoi, c'est des vrais nains ou c'est des ghouls? Oui, c'est des vrais nains, mais c'est des monstres, en fait. Ouais, voilà. Il parle... et en fait, il y a Dounin qui s'arrête à pisser à côté du rocher où il est caché la belle-mère, en fait. Ah. C'est vraiment des escrocs. Et tout ça mené sur un style graphique de cette dessinatrice que je ne connaissais pas, Colin Durant. D'après que j'ai compris, dès que j'ai lu
Il fait plutôt des couvertures pour son style graphique, mais là, parce que c'est un style graphique moins comics, Oui. plus ancré, je montrerai quelques pages, etc., plus contemplatif, plus Oui, c'est ça. picturel, on va dire. C'est pas trop dans le mouvement comme peuvent l'être C'est les ça. comics. C'est C'est plus ça. des tableaux. Ouais, c'est ça, c'est certainement ça. C'est plus de tableaux, mais que là, comme presque toute l'histoire, ça passe en off, raconté sur ses pensées, sur tous les. D'accord, C'est du point de vue de la belle-mère, en fait, tout le temps. Ouais. C'est ça qui se passe dans sa tête. Il y a très peu de dialogue, je dirais qu'aucun. Mhm. À la limite, vraiment, il faudrait que me mettre les questions, mais il y a très peu de dialogue. Tout c'est de l'exposé, en fait. C'est plus un roman graphique du coup. Pas tout à fait, parce que par exemple, si on prend ça, Ça, on c'est voit beau, hein. les styles qui nous mènent. J'essaie de voir pour que la lumière ne cache pas. C'est vraiment Ouais, magnifique. c'est bon. Là, ça Mhm. ressemble à des enluminures de. Donc, tu vois, non, en fait, c'est pas ça, sinon c'est l'histoire comme il l'a ramené. Ouais, ouais. Ça change, c'est vraiment un tableau avec des caisses, Ouais, ouais. mais vraiment pas que restructuré comme un comics, tu sais, à Oui, des oui, cassures. ouais. Mais il y a vraiment l'histoire qui se développe, un peu comme ça. D'accord. C'est pas vraiment. Je tiens à dire que c'est quand même ici qu'ils ont inventé ça. Hein. Oui. Ça revient des autres comics, des auteurs qui sont déjà faits, mais chaque fois, tout, Ouais, c'est les vraiment dessins sont magnifiques. Hein. c'est Beau. des tableaux Ouais. géniaux. Donc là, voilà, en plus, c'est tout un double page magnifique. Et tous les 50 pages, toutes les pages sont comme ça. C'est donc, tu en prends plein les yeux. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Mais c'est vraiment incroyable, c'est vraiment des tableaux d'un détail. Il y a même, je irais tellement loin sur les plus qu'il y a un concept, même, j'essaie de chercher les mots, les vêtements, tu sais, il y a, dans les films, il y a celui qui fait Les costumiers. ouais, les costumiers. Là, on dirait qu'il y a vraiment un travail mené sur les détails, Ah oui, mais surtout oui. sur l'ambiance qu'ils donnent, sur tous les traits, sur comment ils arrivent. C'est soigné au détail près, à tel point que je pense qu'il en parle là où il y a les ébauches, qui sont super intéressants. Mhm. Pourtant, bon, j'ai toujours apprécié les ébauches qu'il apparaît dans les dessins, mais je ne suis pas un méga fan de lire ça. Ça me semble intéressant en tant que culturellement. Mais là, il y avait, tu vois, je beau, t'expliquerai après. C'est beau. Il y avait quand même un très gros intérêt quand je l'ai lu. C'est hâte des fois que lire les commentaires de la dessinatrice au fur et à mesure qu'il avançait. Ça semblait hyper intéressant sur les traitements des images, sur les défis que représentait un artiste qui est plus sur les tableaux, vraiment sur les dessins uniformes, des grandes planches sans cette cassure à la comics avec des cases, etc. Et comme ça collait parfaitement, toutes les pages, c'est des tableaux, quoi. Toutes. Donc, par exemple, là, la composition picturale d'ici, qu'on voit le développement, on pourrait dire traditionnel, parce que vraiment, on lit des... Ça fait penser aux enluminures un peu de l'époque. C'est ça. Et en même temps, c'est gothique, c'est assez gothique le style. Très sombre. Non, mais ça représente les propos d'une façon très classe, très bien fait, avec une touche, parce que là, c'est vraiment, on parle d'un comics pour adultes hyper poussé. Il n'y a pas de sexe explicite, mais suggéré, il y en a beaucoup. D'accord. Donc, mais c'est de la sensualité, c'est même pas érotisme, c'est sensuel. C'est tel comme il est dessiné. Bon, déjà, les nains, ils sont tous dégueulasses. Ah, on n'a pas envie d'être leur pote là, pour le coup. C'est ça. Je montre un peu comme ça. Et c'est un style visuel qui m'a conquis de A à Z. Toute l'histoire telle qu'il est racontée, je pense que c'est la seule exception. Les planches sont magnifiques, hein, vraiment. L'usage de la couleur, là, plus... Là, c'est comics, là, c'est plutôt comics. Ouais, c'est une exception, c'est pour l'histoire qu'il est racontée dedans. Mais, tu vois, c'est juste les pages qui sont comme ça. Et après, ça revient... les coloriages aussi, c'est énorme. La dessinatrice, il raconte qu'au début, il avait pris quelqu'un qui devait faire les coloriages. Normalement, c'est l'habitude. Normalement, il y a un dessinateur. Et qu'il a tout repris parce que dans sa conception. Non. Après, il a resté quand même en collaboration. Hein. C'était pas juste ils se sont fâchés. Au moins, c'est ça qui te raconte dans la partie. Est-ce que c'est des mots gentils juste avant pas se fâcher? On n'en sait rien. En tout cas, il dit qu'il ne se retrouvait pas dans les coloriages, donc il a tout repris.
à certains points très intéressants, mais c'est juste même les points, tout. Oui, non, c'est très beau. J'étais enchanté. Tu vois, c'est juste ces Oui. scènes en bleu qui sont racontées, ce type de scène qu'il est raconté, les casiers, je ne sais pas si c'est comme ça. Bon, Les bref. cases. Voilà, avec les cases à la comics. Mais l'histoire, il est très bien foutu. Encore une fois, mais bon, après, je défonce des portes ouvertes parce qu'un gaiement, il ne va pas écrire des trucs mal. Surtout quand il prend un truc comme ça, il les ramène, que c'est une de ses spécialités, avec ses réinterprétations des mythes, des légendes, des Puis dieux. bon, après, comme tu dis, il est vachement dans le conte, donc bon, ça c'est. Oui, non, mais c'est fait pour lui à l'occurrence, dans toutes ces histoires, peu importe que ça, Guttomens, American Gods, etc., il y a une reprise, une réinterprétation des mythes en permanence. Pour les humaniser, pour l'avoir, même en Sadman, quand elle a été créée, c'est une réinterprétation de plein de mythes. Et après, il y a plein de créatures qui se rajoutent. C'est ce point-là, on parlait tout à l'heure, on va faire des liens aussi. On parlait de génialité. Là, l'histoire, à l'occurrence, c'est pas du tout originel. C'est une histoire qu'on connaît tous. Mais on connaît tous. Un point de vue. De plus enfants aux adultes, quoi, aux plus vieux, on connaît tous. Là, il y a une réinterprétation de cette mythe avec une mise en scène brillante pour une dessinatrice brillante, à mon point de vue, ou à mon goût en tout cas. Et là, d'un coup, ça devient original. Donc c'est là à quel point il est original cette histoire. Rien. Toute l'histoire, on ne les connaît pas. Il a changé juste les points de vue. C'est pas qu'on révolutionne rien. Hein. Ça a été déjà fait, refait plein de fois sur dans les mondes du comics. C'est une utilisation habituelle. Dans les mondes de la littérature, on n'en parle pas. Je pense que ça utilise. Par exemple, pour en revenir à The Witcher, il y a une réécriture du mythe de Blanche-Neige dans le premier roman. Oui. Non, mais Gérald qui intervient. Les changements de point de vue, si on va encore plus arrière, tu prends les Dracula de Bram Stoker, c'est chaque chapitre, comme c'est un journal ultime de chacun des personnages, c'est du point de vue du personnage. Oui, bien sûr. Donc cette technique de changement de point de vue, ce n'est pas réinventé. Mais ce mélange entre l'histoire bien racontée, entre tous les points qui sont repris, plus ces dessins qui collent tellement à cet style gothique, rechargé, mais en même temps si beau, si esthétique, vraiment la colorimétrie, j'insiste parce que c'est tous les sens qui c'est important, quoi. C'est les couleurs, quand tu vois les couleurs des peaux des Blanche-Neige, il est blanche comme la neige. Ouais, et là tu comprends pourquoi elle est blanche comme la neige. Là il y a une explication. Regarde les panneaux d'affaires. Magnifique. C'est juste tout un truc génial. Et pour exemple, en revenant à ce que j'en parlais, au début, il t'aimait cette ébauche qui devait être la couverture originale, mais qu'il avait trop de ressemblances par rapport à certains films, de certaines compagnies, dans certains... Voilà, qui sont en train de reprendre d'ailleurs de manière plus ou moins catastrophique. Non, on n'en parle pas, je m'en fous. C'est surtout que je ne vois pas l'intérêt de... Ah non, il n'y a pas d'intérêt. De ça, donc c'est vraiment une proposition authentique. Que ça m'a beaucoup plu, vraiment, au début, quand je l'ai pris, en plus, même c'est un commentaire qu'on a dit, parce qu'on voit la taille, ils ont dit quand même, je ne sais pas si je payais 18 €, un truc comme ça. Ça va, il t'a dit, bon, ce que je me fais avoir, et non, franchement, tu en as pour ton argent, c'est les visuels, ça plein les yeux, c'est intéressant, c'est bien écrit. C'est la qualité plus que la quantité. Ah oui, non, mais là, c'est clairement ça. Je n'ai pas regretté un seul page que j'ai lu d'ici. Même, comme je dis, c'est déjà traditionnel. Hein. C'est pas, normalement, dans ce type de volume un peu prestige, tous, ils contiennent des ébauches, des auteurs, etc. Généralement, ce n'est pas inintéressant. Ça dépend de ton degré d'intérêt au dessin. Plus tu es dessinateur, plus tu vas être intéressé à voir ça. Mais en général, moi, personnellement, je m'en fous un peu. Je m'en fous, c'est méchant de dire ça parce que je m'en fous pas, je trouve très cool voir cette procédure, cette évolution goïmienne, mais ça reste quand même assez
mécanique de voir Oui. tout le temps les ébauches, comment ils ont évolué, les premières ébauches, les deuxièmes, etc. Là, il y a quand même tout un intérêt de raconter une liaison esthétique par rapport à l'histoire qu'il est en train de raconter, que ça m'a vraiment passionné. C'est rare, mais ça m'a vraiment passionné de lire tous les ébauches et comment ils ont évolué, et pourquoi ils ont fait certains choix, pourquoi les dessinatrices sont allées d'un côté à l'autre, etc. Encore une fois, je ne suis pas dessinatrice, je me trompe, désolé. Ah, mais je pense Colline avec deux. Je pense que oui, je pense que oui. Quasi sûr que c'est. Moi aussi, mais au cas où. Alors, peut-être que c'est sexiste ce qu'on dit, mais non, je pense pas. Non, pas du tout. Pourquoi? Au contraire, je pense que c'est. Ah, mais c'est un préjugé. Il faut. Colline avec deux, c'est. Pourtant, on sait qu'en anglais, il y a des noms, Voilà, même pas qu'en anglais, il y a des C'est ça, noms c'est ça. qu'ils peuvent utiliser. Donc, moi, je n'ai pas la précision. Voilà. Non, mais. D'avant les doutes, je préfère féminiser. Ouais, Parce voilà, que moi, je suis sûr que c'est ça aussi. parce que les mondes de comics, autant que des autres mondes, il y a beaucoup des hommes qui font tout. Et les autrices, ils sont très. Il n'y a pas si une présence assez marquée que ça. Donc, si c'est le cas d'être une, il faut Le dire. Voilà, il faut le nommer. Exactement. Il s'est mérité. Et en plus, d'autant plus que c'est un hyper bel mérité. ouvrage. Quoi. C'est un bel ouvrage, oui. Ouais. C'est magnifique. Mm. Et voilà, quoi. Je pense que je fais assez des éloges pour que vous donne envie de le lire. Bah, j'espère, ouais. Neil Gaiman, Blanche et Neige et c'est quoi Blanche-Neige, Rouge Rouge Sang. Sang. Voilà, les jeux des mots, c'est. En anglais, est-ce qu'il y avait ces jeux des mots? Je pense pas, non. C'était pas du tout ça en anglais de mémoire. Snowglass Apples. Ouais. C'est peut-être plus fin le jeu de mots français, pour le coup. Oui, peut-être. Après, il avait Snowglass en Apples, Oui. il y a moins de confusion aussi. Oui, oui. Mais je pense que, pour une fois, je ne vais pas trop critiquer les titres parce que je trouve assez. Ça a l'air juste par rapport à l'histoire qui est racontée. C'est ça. C'est pas du tout l'esprit du titre. Donc, original, allez-y, si vous voyez ça, n'hésitez pas. Même s'il peut vous sembler un peu cher, il ne l'est pas. Vraiment, vous savez, pour votre argent, si vous aimez vous perdre dans des jolies illustrations, vraiment que tu pourras regarder jusqu'à t'en fatiguer parce qu'il y a des détails à chaque page. Ah oui, oui. Les détails sont foisonnants. Ouais. C'est à foison. Juste d'imaginer les temps qu'il doit mettre à chaque page, ça m'effraie. Ah oui, là, Ça doit être à chaque page, ça doit être choquant. Quoi. Surtout que là, c'est fait à la main, je suppose. Oui, non, mais après, la procédure, je ne sais pas. Non, oui, les crayonnés, ils commencent à crayonner, les chronométries, je ne sais pas s'ils sont faits à la main. En tout cas, ça, c'est du crayonné, quoi. Oui. Hein. Quand tu vois les ébauches, là, c'est sur du crayon. Là, c'est du crayon. Donc, en plus, il est Parce expliqué que, quelque part. Je ne suis pas convaincu que la colorimétrie soit faite par ordi. Mais, Je pense que oui, quand même. Quand je parle d'ordinateur, c'est avec tablette graphique. Oui, bien sûr. Mais sur la procédure normale, c'est juste pour gagner du temps et pour ne pas répéter les dessins. Mais après, toutes les ébauches sont clairement du crayonné. Oui. Il n'y a pas de doute possible. Quoi. Bon, voilà. Donc, j'arrête d'insister. Neil Gaiman, Colin Doran, une réussite. Allez-y. Mais bon, encore une fois, si c'est Neil Gaiman, on ne risque pas de se tromper. Voilà. Voilà, mine de rien, je parlais un petit moment. Quoi. Ça va. Vas-y, à toi. Allez, on enchaîne encore donc, de films. Le deuxième film, toujours de science-fiction française, c'est un film qui est beaucoup plus récent cette fois, puisqu'il est sorti au mois de novembre, plus précisément le 8 novembre 2023. Il s'agit de Mars Express de Jérémy Perrin, qui est un film d'animation également. Dont le scénario a été écrit par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, et dont la musique est faite par deux personnes qui sont Fred Avril et Philippe, alors je sais pas comment ça se prononce, Montaille, je pense, j'espère que je n'estropille pas trop le nom. C'est un film qui est produit donc par Everybody on Deck et une autre boîte de production qui s'appelle Je suis bien content. Ouais, et ça m'a étonné ça quand je l'ai vu sur les titres. Hein. Et c'est distribué par GBK Film. Mais après, à niveau production, il y avait des tonnes, je me souviens qu'il y avait... parce que après, là c'est les producteurs, après il y a les coproducteurs, où là il y a...
Dans les coproductions, Ouais, il y a c'est- Ciné+, c'est- il y a, il me semble qu'il y a France 3. Ben, il y avait Canal+, et Ciné+, Il y a les Canal+, deux. il y a Ouais. Ciné+, il y a je sais pas combien de régions aussi. Parce qu'il me Mhm. semble qu'il y a la région Au moins une. Il y a, Au moins une. moi j'avais vu au moins 3 dans le générique. Ah ouais, c'est possible. Voilà. Il y avait, je sais qu'il y avait... Ouah. Ouais. Et là, c'est pour moi, je parle juste vraiment des producteurs. Et en fait, tous ces noms que je viens de vous donner, que ce soit la production, la distribution ou le réalisateur et le scénariste et les musiciens qui sont intervenus, sont tous des gens qui se connaissent déjà depuis longtemps, enfin longtemps. Oui, quand même un certain temps, puisqu'ils ont travaillé sur plusieurs projets communs, et notamment la série Last Man, qui est une série d'animation française encore à voir, qui est vraiment géniale, qui a 2 saisons et qui va avoir un film ou une autre série qui va arriver. Parce que Ah là, bon j'ai vu passer, il y a un truc qui s'appelle Last Man, je ne sais plus. Non. Je suis pas sûr. Bon, Si, peut-être. si, il y peut-être. a une troisième, j'ai vu une troisième affiche que j'avais jamais vue passer sur internet, mais j'ai pas pensé à prendre note. Et donc c'est des gens qui travaillent, pour ceux qui ont déjà vu ne serait-ce que la saison 1 de Last Man, c'est des gens qui travaillent super bien, tant au niveau des scénarios, tant au niveau de l'animation, tant au niveau de la réalisation et des musiques. Les musiques sont top. C'est pour ça que là je parle des musiciens, c'est vraiment à voir. Et donc c'est un film donc, qui a eu un budget de 6,7 millions d'euros et avec une bande de potes qui ont travaillé là-dessus et de manière très sérieuse puisque c'est un film vraiment génial, on va en parler. Au casting, dans les noms les plus connus, on retrouve Léa Drucker, qui est une actrice française assez connue. On a Daniel Njolobé, qui a joué dans beaucoup de séries policières, notamment sur la télé française, des séries télé. D'accord. Lui, il fait les gars... Ouais, comment il s'appelle Ouais, Carlos Rivera. Oui, c'est Carlos. Ouais. Et c'est un super acteur encore comme il est catalogué acteur de télé, on le voit un peu dans les films mais plus à la télé quoi. Voilà, on l'a vu dans des pubs aussi. Bon bref, un des troisièmes noms les plus connus à l'international je pense c'est Mathieu Amalric. Puisque en plus d'avoir une carrière dans le cinéma d'auteur français, il a une carrière dans le cinéma. On en a parlé dans un épisode d'un regard dans l'abîme, je ne sais plus lequel, où on évoque un peu James Bond et lui il fait le méchant de Quantum of Solace. D'accord. C'est le Ok. méchant Oui, c'est vrai. Oui. Mathieu Amalric. Et après Oui. on a d'autres personnes connues, mais j'ai vraiment pris les noms les plus connus. Et donc on a ensuite Usul qui fait un petit caméo vocal. Et Renaud Gézionek, je ne sais pas si je prononce bien, qui est le capitaine de Nexus 6. C'est plus facile que le capitaine. Qui prête une de ses voix, puisque apparemment le réalisateur ou le scénariste, ils sont assez copains. Et quand il a parlé de ce projet, il lui a demandé s'il pouvait faire une voix, ce qui a été accepté. Et donc, que nous raconte Mars Express? C'est une histoire qui se passe en 2200, donc bien après Renaissance, où on va suivre les aventures d'Aline Ruby, qui est une détective privée, là encore issue des polars un peu noirs, un peu cassée par la vie, qui a un passé un peu compliqué, qui n'a pas une vie très saine, on va dire. Et qui est accompagné de Carlos Rivera, qui est son partenaire Android sauvegardé. Alors ça c'est un terme, je pense que ça doit être pris dans d'autres... mais là c'est bien marqué. Ouais, c'est le transhumanisme. Voilà, en fait, c'est du transhumanisme, c'est-à-dire qu'en fait le collaborateur de Aline est mort il y a 5 ans et c'est une version sauvegardée de lui-même dans le corps d'un androïde. Et donc ils sont embauchés par un de leurs anciens camarades d'armée, devenu un grand homme d'affaires millionnaire qui lui a réussi dans sa vie, afin de retrouver sur Terre la hackeuse Roberta Williams, qui est un génie de l'informatique et dont
l'occupation principale est de déplomber, si je me souviens bien le terme. Ouais, c'est déplombé. C'est de déplomber les robots et les androïdes. Alors on expliquera un peu plus tard ce qu'est déplomber. Bon non, on va l'expliquer. Oh, mais on peut l'expliquer, Voilà. de toute Donc, façon, ça prend directement voilà, les lois de c'est ça. robotique. C'est ça, d'Asimov. Ouais, C'est-à-dire donc, que déplomber un androïde ou un robot, c'est le libérer des contraintes qu'il a vis-à-vis des humains. c'est ça. C'est-à-dire que c'était combien 10 lois Oui, mais je pense qu'ils sont Voilà. pas point par point, mais reprises à peu près C'est ça. les lois de la robotique C'est ça, d'Asimov. en gros, Oui, ils sont affranchis de ça. il peut pas faire du mal en Un être humain. humain, il faut toujours aider un humain, C'est ce ça. genre de trucs, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc là, cette personne essaye de les affranchir. Et à peine revenu sur Mars, puisque ça c'est vraiment la scène d'introduction du film, à peine revenu sur Mars, l'arrestation ne se fait pas, puisque le mandat d'arrêt a disparu et que la hackeuse est remise en liberté, mais sur Mars, pas sur Terre. Donc est-ce que le but était de la ramener sur Mars? Et scène que d'ailleurs, On verra plus tard. c'est l'introduction du film, il est très bien foutu. Magistral. Il est très bien foutu. Moi, j'ai beaucoup aimé cette C'est intro. une scène de mise en jambe qui est vraiment top. Ouais, mais parce qu'en fait, ça passe, ça qui vient de parler, c'est quoi? C'est 10 minutes, les premières même pas. minutes, quoi. Ouais, 10 minutes, même pas. Peut-être même pas. Il a, à partir de là, on saute au générique. Et les génériques, il est intégré dans le film dans cette voyage de la Terre à Mars, quoi. Qui est, c'est une choix artistique de mise en scène vraiment, c'était vraiment chouette, balèze. vraiment chouette. Ouais. Et donc, arrivés sur Mars, ils perdent donc leur mandat. Mais une nouvelle enquête arrive très vite, puisque à peine rentrée dans ses bureaux, Aline va se retrouver devant le père de Juncho, une étudiante en cybernétique qui a disparu au même titre que sa colocataire, et donc ils ne savent pas si elle est en vie ou pas, et donc elle va devoir enquêter sur cette disparition. Donc leur investigation va les conduire et va nous conduire aussi, et c'est là on reparle au fait de ne pas montrer, de ne pas tout expliquer. C'est-à-dire que là, c'est au fil de l'enquête qu'on va découvrir Mars, et donc notamment la capitale entre guillemets, qui s'appelle Noctis. Donc les enquêtes vont les conduire dans un petit peu tous les coins de Noctis, et notamment les bas-fonds, sinon c'est pas rigolo. Si la ville semble de premier abord, enfin Mars du moins semble d'un premier abord être une utopie créée par le génie humain robotique, la carte postale idéale en apparence cache forcément, puisque c'est humain, des secrets pas très enviables, qu'on n'a pas trop envie de voir. Et donc on va découvrir la face sombre de cette utopie en apparence. Donc l'harmonie n'existe pas vraiment. L'enquête va les conduire sur des trafics en tout genre, notamment des trafics alors, c'est pas de cerveau humain, c'est des trafics de potentiel de cerveau, parce qu'à un moment donné, ils vont dans un trafic ils appellent ça la ferme des cerveaux, je crois. Oui, c'est ça. Où en fait, des gens viennent vendre leur capacité cognitive. Ils sont surboostés pendant un moment pour faire un travail dont ils n'ont même pas conscience. En fait. C'est le cerveau qui est mis en esclavage pendant un laps de temps donné. Ce qui, j'ai trouvé l'idée vachement originale. J'ai bien aimé. Et donc, sous forme on va avoir des laboratoires clandestins. Et le but, ça va être de comprendre qu'est-ce que faisait cette étudiante en cybernétique, et donc retracer un peu sa trajectoire pour pouvoir la retrouver et comprendre ce qui se passe. En parallèle de ces activités, de cette enquête, il y a ces fameux activistes, puisque ce n'est pas que la hackeuse dont on a parlé au début, mais il y a une frange de la population qui tente de libérer les robots de leur esclavage. De leur esclavage. Bon, il y a les deux factions en fait. Oui, celui qui tente de les libérer et celui qui dit qu'ils sont beaucoup trop nombreux, qu'il faut les éliminer. Donc. C'est ça. C'est comme c'est le propre de l'être humain, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui soutiennent et ceux qui sont contre, forcément. Donc je revenais un peu après dessus de toute façon. Et donc l'enquête va vite prendre un tournant qui va
comme dans toute histoire de ce genre, l'histoire va dépasser les capacités de nos héros de loin. Et donc, je pense qu'on peut dire quand même que le film est une dystopie sur fond de réussite technologique. C'est-à-dire que l'écran, c'est utopie. Et en fait, c'est pas vraiment utopie quand on rentre un peu dans les détails Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment ni dystopie ni utopie. Voilà. C'est vraiment juste une présence au futur parce qu'on n'est pas, Ouais. bon, sauf la fin du film et qu'on ne Oui. parlera pas, que là on peut parler plus de dystopie, mais sauf ce ça. moment-là, je sais pas si on est en dystopie. Parce que c'est Parce pas que c'est une dystopie, perpétuation de fonctionnement C'est ça. actuel, quoi. mais c'est une utopie dans le sens où l'être humain a réussi à passer par-dessus. Et encore que si on prend ce qui se passe sur Terre, clairement c'est une dystopie. Hein. Ouais. Mais la technologie ça a permis à certaines personnes d'avoir l'utopie martienne en fait, et la conquête de l'espace qui continue de l'avant, c'est plus ou moins. Et d'ailleurs dans les films, je pense qu'il n'est pas mentionné s'il y a des autres colonies. Non. Non, mais ça pourrait être. Ouais, voilà, est-ce qu'il y en a d'autres à savoir? Mais la technologie dont ils se servent pour aller de la Terre ou Mars peut laisser entendre qu'il peut y avoir d'autres. Enfin, ils ont du moins. Je sais pas si à un moment donné. Ils en parlent pas, Okay. mais ils doivent. Je pense qu'ils ont le potentiel technologique que tu vois peut sous-entendre qu'il peut y avoir d'autres. Clairement, ouais. Voilà. D'autres choses. Donc Mars Express est un polar noir, encore une fois, évoluant dans un monde où la Terre, en gros c'est le tiers-monde, hein, toute la Terre, on te fait comprendre que la pauvreté est extrême, le chômage est extrême, que c'est une poudrière de violence, on le voit dans la scène d'intro, hein, parce que la scène c'est une course-poursuite qui se fait au milieu d'une manifestation anti-robot, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a la pauvreté, puisque forcément, hein, si les êtres humains sont pas bien, c'est la faute des robots. C'est la faute des robots et ça va poser des questions philosophiques, puisque là encore c'est le reflet de ce qui se passe actuellement. Hein. C'est une petite critique de ce qui se passe en France actuellement, hein, tout simplement. Donc en gros la Terre c'est devenu un monde en perdition et dont l'ennemi c'est le robot, quoi. Mars, à côté de ça, c'est la colonie riche où la vie semble belle. Du moment, parce que ça, c'est quand même dit à 2-3 reprises, du moment qu'on a les moyens, de mettre le prix de cette vie utopique, en fait, puisque là encore, sur Mars, il y a des bas-fonds, il y a une sorte de cours des miracles où il y a des gens pauvres aussi, quoi. Il y a de grandes inégalités malgré l'harmonie apparente, et l'enquête de Carlos et d'Aline va révéler cette face sombre de Mars. Donc, le film questionne sur le sort des robots et autres androïdes sans qui les humains ne pourraient pas vivre, mais qui semble également poser problème à quelques personnes, qui, comme l'a dit Jean, qui semblent trop nombreux. Et donc, il y a ces deux camps qui s'affrontent, ceux qui défendent et ceux qui sont contre. Et ça questionne le film questionne forcément sur l'acceptation de l'autre et le devenir de l'autre. Ouais. Voilà. Avec entre autres. Petit point qui quand même il faut être mentionné, que comme il dit, tous les robots et Android à déplombé, ils pensent qu'à se droguer, Yannick. C'est ça. Comme par hasard. Au final, ils sont très humains dans leur comportement. Non, mais c'est clairement un reflet humain. Ah oui, mais oui. Mais c'est trop intéressant. Oui, non, mais c'était pas mal, effectivement. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est ça que, je ne sais pas si tu as un nom après, mais que c'était vachement intéressant, c'est que dans cette construction de science-fiction, parce que là, on est sur pure dur en science-fiction. Oui. Je ne dirais pas art science-fiction, mais on n'est pas loin quand même. Mais là, il y a plein de détails. Tout les faits, par exemple, il essaye d'arrêter de boire de l'alcool, donc il doit avoir un déblocage. Oui. Les bouteilles, toutes, elles sont en bouchon qui doivent se débloquer pour le boire. S'il veut boire, toi, la liberté est débloquée, mais il te rappelle tout le temps que tu as fait le choix d'être abstinent. Donc il y a plein de petits détails que je pense qui enrichissent beaucoup côté science-fiction. Pas juste les côtés intelligence artificielle, robots, etc. Sinon, il y a plein de choses esthétiques. La technologie présente, elle est
Elle est vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment plausible en fait. Oui, oui, il est très bien imaginé, voilà. oui. Oui, oui, il C'est est très, très, très bien pour le choisi. monde, Ouais. j'ai trouvé ça cool. Même si là encore on t'explique pas dans le détail comment tout fonctionne, Non, 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 c'est cool. il y a clairement un côté un peu inspiré des cyberpunk, mais pas forcément, parce Non, qu'il ouais, c'est pas il vraiment. y a les cyberpunk, il y a cette côté, là, à l'occurrence, oui, c'est 100% dystopique, Ouais, les cyberpunk, toujours, que là, à l'occurrence, non, c'est une non, société qui s'est pas rapprocher de la nôtre avec des couches hautes, couches basses, ouais. mais avec toute une technologie, c'est comme si, à ce jour, on habitait, jusqu'à qu'on avait des servants Oui, c'est robots, ça. des intelligences artificielles, bon. Non, ça va pas tarder, Ouais, c'est mais ça. ça c'est un autre débat. Bref, donc je pense que encore une fois, c'est un film qui remplit des détails, qui enrichissent vachement Oui, cette narration. c'est ça. Ouais, C'est allez. ça, c'est ça. Et donc Mars Express, bon, ben, moi pour moi, ouais, c'est la claque du début de l'année, hein, c'est un film à Ou voir. de la Alors, fin de l'année. oui, fin d'année. Ouais. Ouais, c'est vrai, on est allé le voir. On n'est pas allé le voir en 2024, on est Ouais. allé le voir en 2023. Donc c'est la claque de fin d'année, effectivement. La claque des fêtes de Noël. Alors c'est pas un film de Noël, hein, attention, mais c'est un film à voir. En plus, là encore, c'est un film français d'une grande qualité où on arrive à voir enfin qu'on est capable de faire autre chose que ces fameux styles de films dont on parlait précédemment. L'écriture est vraiment très intelligente et mêle bien tous les enjeux, que ce soit l'enquête, l'action, le questionnement du monde. La réalisation, comme on l'a dit, elle est au top. Visuellement, c'est quand même assez bluffant, hein, c'est assez Oui. fantastique Oui, dans, oui. dans la façon de faire. On est sur un 2200 qui est plus que cohérent. L'animation est de qualité, les musiques sont marquantes. Bref, on a une ambiance qui est quand même très immersive tout au long du film. Le contraste entre la Terre et Mars est criant de vérité en fait, hein. Ouais, ouais. Sur en gros l'élite humaine qui a abandonné la Terre, ils les ont laissés se démerder et les élites sont parties sur Mars pour se sauver et laisser les autres un peu sur place. Les personnages sont tous bien écrits. Ils sont pas gâtés par la vie, hein, puisque comme on l'a dit, Aline c'est une ancienne militaire qui a été traumatisée. Carlos, le gars, il est mort quoi, il est mort et c'est une sauvegarde. Et il a conscience qu'en plus que c'est une sauvegarde. Ah oui, il en parle, il y a un moment donné, Oui, oui. brièvement, qui parle de sauvegarde, qu'il y a des autres, il y a même des autres Romains qui sont sauvegardés, Oui, et même ils sont en club non-torne C'est ça. pour se réunir en discuter de ces traumas, C'est parce ça, que c'est ça. forcément, ils avaient une vie dans le passé. Ouais. Que, Et puis ils ont une perte d'identité totale puisque ils sont eux sans être eux en Ouais, fait, c'est du fait de leur statut d'androïde en fait. Et il y a des idées super parce que bon, toi tu parlais de l'idée du bouchon, mais moi j'ai trouvé l'idée des arrestations quand c'est Carlos qui arrête. ouais. Génial, c'est-à-dire que comme lui il est soumis aux La lois loi. d'Asimov, en fait quand il arrête quelqu'un, il se déconnecte et il donne sa position à Aline, il se déconnecte en attendant qu'elle arrive pour les réactiver et mettre les menottes. Parce que ça, d'après les lois robotiques, Ouais, il il n'a fallait pas qu'il le les droit. libère. Et ouais, c'est ça, parce que si l'humain lui dit lâche-moi, il est obligé de lâcher. Ouais, il se déconnecte avant. Et du coup, il se Ouais. déconnecte avant que l'humain lui dise lâche-moi. Un Et autre détail moi, je aussi trouve ça très cool. bien foutu, c'est les voitures, Ah oui, oui, ouais. les robots, comme ils fonctionnent, la sécurité, tout ça, c'est ouf. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, l'accident en voiture, c'est Ouais. vrai que Ouais. c'est top, hein. Ouais, c'est Ouais, ouais, très ouais. bien imaginé, il est très, très crédible, on Ouais, va ouais, dire, en quelque encore, sorte. encore plausible. Alors, c'est pas pour demain pour nous, hein, mais Non, non, mais c'est un futur c'est- plausible. bon, ces points-là dans la science-fiction, de là les noms de science-fiction, c'est Oui. normal. À la base, la science-fiction, maintenant on l'applique à tout et n'importe quoi les termes, Oui. même si c'est juste, hein, je n'ai aucune critique à faire là-dessus, mais à la base, c'est ça, c'est donner des principes scientifiques à la fiction. Ouais. Donc, Oui, oui, bien sûr. un futur qui pourrait être, Plausible. qui pourrait exister Qui pourrait exister. exactement. potentiellement. C'est ça. Est-ce qu'ils vont avoir ce développement ou autre? Est-ce qu'on va voir? Ça, on le verra. Ouais. On va pire que ça. Je pense que oui, hein. Mais bon. On y arrivera-t-on ne serait-ce qu'à aller habiter sur Mars, je veux pas... Peut-être certains. On pourra aller mourir sur Mars peut-être, mais Peut-être certains. vivre comme le font dans le film, je sais pas. Bon, et donc voilà, un film à voir hein, pour approfondir cet univers, parce que ça je savais pas, donc je l'ai vu en faisant des recherches. Mais en parallèle, en fait, le Mars Express est une histoire un peu cross-média,
puisqu'ils ont sorti un préquel en roman. d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un roman ou un roman graphique. Je suis D'accord. pas convaincu. Donc, c'est édité par Bragelonne. D'accord. Qui est une ouais, maison c'est- d'édition connue pour ses qualités d'édition, Bragelonne. Et donc, c'est une histoire qui raconte la jeunesse dans l'armée de Aline, de Carlos, etc. Donc, si vous avez aimé l'univers de Mars Express, pourquoi pas aller voir le livre. Moi, je pense que j'irai faire un tour Ouais, moi aussi. à la librairie pour faire. Mhm. Ensuite, là, c'est encore trop tôt pour parler de est-ce que le film est rentable ou pas. Je pense qu'il va avoir du mal à rentrer, puisque là, sur les chiffres que j'ai vus, bon, après, c'est des chiffres que peut-être qu'il va réussir à rentrer dans ses frais, parce que c'est un film qui, quand même, contrairement à Renaissance, qui a été fortement suivi par la critique, Mhm. qu'elle soit professionnelle ou la critique des gens, hein, c'est un film qui, pour les gens qui l'ont vu, a l'air de faire un consensus quand même assez positif, contrairement à Renaissance. Putain, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil de ma pensée. Qui vont rentrer dans ses frais. Ah oui, parce que les seuls chiffres qui sont publiés actuellement. Là. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Ouais, c'est ça. Allez, casse tout. J'ai tout cassé, pardon. Et donc, les seuls chiffres officiels que j'ai pu trouver avec le temps de recherche que j'ai eu, puisque là encore j'ai un travail à côté, je ne suis pas journaliste, c'est des chiffres qui datent de fin novembre. Fin novembre, donc avec un mois d'exploitation, ils avaient déjà rentré 2 200 000 euros. Donc il y a Je pense peut-être moyen. qu'avec l'exploitation après, les Voilà. plateformes, ils rentrent en... Voilà, peut-être. Alors sur l'exploitation cinéma, peut-être qu'ils vont se rembourser à moitié, Ou un peu plus. voire un peu plus. Ça dépend, est-ce qu'il sort à l'international ou pas, déjà? Normalement, il sera à l'international. Alors pour l'instant, Peut-être là encore, là où je me suis arrêté, j'ai vu qu'il y avait eu une. Alors c'est très bizarre la sortie des films français. C'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a eu la sortie en France et dans les pays francophones, donc Belgique, Suisse, etc. Et j'ai vu en cherchant. Il n'y a pas de chiffres aux États-Unis, en Angleterre et tout. Par contre, il y a des chiffres en Nouvelle-Zélande, bizarrement. Donc, c'est étonnant. Peut-être que le site sur lequel je suis allé, c'est un site néo-zélandais. Après tout, j'ai pas regardé, honnêtement, j'ai pas regardé la source, je dois vous dire. Là encore, je suis pas journaliste. Mais par rapport aux avis, pour faire le point sur les avis qu'il y a actuellement et qui sont en train d'évoluer, puisque le film est toujours un peu exploité, même si c'est pas encore beaucoup, il est encore projeté dans quelques salles. Et si vous pouvez aller le voir au cinéma, faites-le, parce que c'est un film, je pense que Ouais, ça mérite. c'est bien à voir au cinéma, hein, c'est assez spectaculaire. Oui. Et donc en termes d'avis, sur Allociné, on est à 4,2 sur 5 sur 1900 votants à peu près. Sur IMDB, on est à 7,6 sur 10 sur 851 votants. Et sur Sens Critique, on est à 7,5 sur 10 sur presque 6000 votants. Donc c'est un film qui a quand même trouvé son public et qui est plutôt dans la moyenne haute de ce qui se fait. Et après, on pourrait peut-être dire que les 1h20, on les voit pas passer. Donc déjà parce que c'est court. Déjà, mais ça raconte plus, énormément de ça. choses. C'est plus que ça, c'est que dans l'heure et demie qui dure les films... C'est-à-dire que ça raconte plus que certains films j'ai l'impression de 3 heures. que ça dure 2 heures, mais non pas négatif, sinon parce qu'il y a beaucoup de contenu. Il y a énormément de contenu et c'est un film qui raconte plus de choses que certains films de 3 heures qui sortent actuellement. C'est quand même assez balèze. Alors peut-être que le fait que ça dure 1h20, ça peut expliquer peut-être la fin un peu cryptique qu'il y a, même si elle est cryptique mais sans trop l'être. Ça reste dans la logique. Ça reste dans la logique de ce qui se passe dans le film. Ouais. Mais c'est vrai que moi je m'attendais peut-être à une fin un peu plus spectaculaire que ça par rapport au déroulement. Je sais pas quoi dire. Je ne m'attendais ni l'un ni l'autre, donc ça me va. La fin, malgré le fait que j'attendais peut-être autre chose, la fin m'a pleinement satisfaite. Ouais, c'était un pari. Voilà, c'est un très bon film.
Là encore, soutenez la création, ce type de création française, parce que c'est en la soutenant qu'on va en voir plus, forcément. Hein. Ouais. Si on ne soutient pas ce genre de truc, ben, on aura toujours les comédies déprimantes et les films à la con. Ouais. Donc soutenons, Même si on s'il y voulait a avoir... quand même des bons Ouais, films. il y a- au milieu mais il y en de- a des bons, il y a des très mais bonnes de- comédies. Hein. Non, mais même pas dans des comédies, des films Oui, oui. sur les réalismes, Oui, oui, bien sur sûr, bien sûr, il y a des- immigrants, machin, mais bon, pas. Mais bon, on peut voir aussi autre chose et c'est en les soutenant qu'on peut Ouais. aller les voir. Tout à fait, tout à Alors fait. du haut de nos 50 ou 100 personnes qui nous regardent, allez voir, hein, ça C'est fera ça. toujours une pierre à l'édifice en plus. Donc, c'est bon. C'est bon pour moi. Donc, à moi, à ça qu'on va appeler dorénavant les moments A24. C'est ça, Parce que je vais parler une fois par mois. encore d'un film A24. Donc, je suis allé voir Dream Scenario. C'est un film qui vient de sortir, hein, je pense qu'il est Ouais, encore ouais, au cinéma. C'est un le film décembre 2023, du réalisateur Christophe Borgli. Je ne sais pas s'il faut les prononcer à l'italienne, mais en tout cas, voilà. Le gars est norvégien, je crois, il me semble, non? Aucune idée. Aucune idée. Il me semblait qu'il était norvégien. Bon, C'est bref. possible, c'est possible. Produit par Ari Aster et soutenu par A24. Et comme acteur principal, mais pas que lui, mais normalement c'est celui qui prend vraiment les poids du lumière, film, Nicolas bien sûr. Cage. C'est un film que, encore une fois, ça m'a énormément plu. Ça m'a encore touché, une fois. Sur une effectivité très réduite, c'est presque pas d'effets spéciaux, c'est très terre à terre, sauf quelques musiques à quelques moments, etc. Bref, ça m'a vraiment plu. Qu'est-ce que raconte le film? Donc, il prend un creepypasta, bon, comme base, hein, des années 2000-2008, etc. Ça a été publié sur Internet. Est-ce que vous avez rêvé de cet homme? En dessin, donc il s'avoue en fait un effet boule de neige, dit oui, 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 tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc forcément, c'était un creepypasta, c'était une histoire générée pour Internet. Et ils ont pris ce principe-là, mais ça arrête là, hein, vraiment, ça qu'ils prennent, pour dire s'il y a un homme tout à fait, je ne veux pas dire vulgaire, mais normal, mais normal, ça ne veut rien dire. Donc c'est un peu compliqué, c'est tout à fait... Ordinaire. Ouais, c'est ça, voilà. Tout à fait ordinaire. Et les gens ils commençaient à rêver de lui. Donc, que c'est le personnage de Nicolas Cage, qu'il fait un rôle, je trouve, hyper bien foutu, parce que, au contraire que des fois, qu'il a tendance à faire certains personnages un peu surjoués. Pas que, parce que j'aime bien quand même les personnages. Oui, c'est-à-dire l'acteur Nicolas Cage, c'est ça qu'il fait autour, mais des fois, il en fait des caisses. C'est très juste dans ses propos. Il fait un professeur frustré dans la vie parce que lui, il est biologue des insectes, en plus, un truc comme ça. Entomologue, bon, bref. Mais qui fait des classes dans la fac. Mais que tu vois que dans la vie, il est frustré. Il fait 20 ans qu'il a arrêté la carrière, il n'a jamais publié sa thèse. Bon, il y a une famille, il y a 2 filles. Ça passe bien avec sa famille, c'est pas forcément ni bon ni mauvais, tu sais. Il y a un bon rapport avec sa femme. Tu vois qu'il y a de la complicité, mais sans être non plus extraordinaire. Ouais, On est dans la moyenne, on va ça. dire. Tu es aplati. Et tu vois dans lui une certaine frustration, un gars que, au contraire, qui pouvait paraître, parce que c'était, à mon point de vue, c'était plus facile, aurait mis un gars ordinaire, plutôt con, que là, c'est pas du tout le cas. C'est un gars qui est mené par la vie, quoi. Mais que les gars, il est intelligent, il sait de quoi il parle, il sait où il va. À aucun moment du film, tous les traitements comme tu peux avoir pitié de lui à long des films pour différentes raisons, mais c'est pas pour ça. Il n'est pas du tout un con, c'est pas du tout ça. Mais au contraire, il y a une vision très terre à terre de qu'est-ce qui arrive, mais que ça laisse emporter quand même. Donc ça, c'est parce qu'il met les cadres de tout ça, de ce type de personnes, que ça nous pourrait arriver à nous tous. C'est ça que c'est touchant, c'est qu'il se laisse emporter au début, parce que quand il commence les gens à rêver de lui, que lui il était, personne ne le reconnaissait, il faisait ses élèves, aux limites, 12 ans après, il ne se souvenait plus de lui. La thèse qu'il voulait faire, il a été volé pour
pour un collègue. Putain, ouais, l'histoire pourrie, quoi. Ouais, chaque fois qu'il essaie, en plus, lui, il essaie de s'enfronter, de dire, sa femme, il lui dit, mais vas-y, te laisse pas faire, va les dire, etc. Il va aller parler, mais oui, il finit pour les dire, mais tu sais. Pas franc, ouais. pas franchement. Si, à la fin, il finit pour les dire, mais l'autre, il les sort quelques arguments et lui, de suite, il descend, quoi. Ouais. Il se laisse emporter. Il est mené pour la vie. Je pense que c'est vraiment ça. Il se laisse mener. Il rêve tout le temps qu'il y a un collègue, un ami d'eux qui fait un repas tous les mois, que c'est très réputé parce qu'ils vont des gens connus, on va dire, de son groupe, on va dire. Oui, Lui, il n'est jamais invité parce que c'est personne, quoi. Donc, il y a tout récent cette frustration depuis le début. Ces filles qu'il aime bien, lui, à un moment, tu as la sensation de qu'ils sont un bon père, mais pareil, c'est toujours plat, très plat. Tout, il est hyper plat, quoi. Et en fait, tout commence dans les films. Il y a les mondes, comme en effet, le boule de neige commence à rêver de lui dans ses rêves. Mais il est juste à présent. Il ne fait rien. Il est passif. Il est dans tous les rêves de tous les mondes, mais il est juste là. Il passe. Ouais. Oui, non, mais c'est carrément ça. Soit il passe, soit il est en train de regarder, soit il est sur un coin de la pièce. Excellent. C'est tout le temps. Il est juste là. Pourquoi personne ne sait rien, mais il est juste là. Et lui, il se laisse emporter sur ces phénomènes. Donc là, c'est quand on commence sur cette critique de la société que c'est là où on peut aller. C'est que forcément, il se laisse emporter. Il passe dans les radios, dans la télé, dans tous les réseaux sociaux, etc. C'est les tops du top. Et lui, c'est en étant conscient que c'est un truc temporel, que lui, il est pour rien et qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait, il se laisse emporter pour la vague. Il dit, bon, c'est mon minute de gloire. Et il se laisse, il fait cette interview, même s'il y a sa femme qui le prévient, il dit, non, arrête, est-ce que tu es content, est-ce que tu vas faire ça? Et d'un coup, ça tourne complètement, mais d'un coup, c'est quand même un bon moment de film. Et pour une situation qui s'adonne, parce que tu vois clairement qu'il y a un lien entre son être et ça qui rêve les gens, mais lui, il est pour rien. Et ça tourne au cauchemar. Tous les gens, d'un coup, il devient actif, il commence à torturer tout le monde. Ah. Mais dans les rêves. Oui, dans la... Mais tout le monde commence à les lire. Oui, ben oui, forcément. Là, c'est quand ça tourne au cauchemar, que lui, il ne veut plus qu'il va à l'école chercher ses filles, il ne veut plus qu'il va au théâtre, il ne veut plus que... C'est vraiment... Et lui, il a une frustration énorme. Tu as un niveau de pitié pour lui que c'est incommensurable. C'est parce que tu dis, mais punaise, mais à la limite, toute cette critique, tous les personnages, le long, que c'est un reflet très clair de la société américaine, mais pas que, et au limite, ouais, mais il fallait que tu apparaisses par les rêves. Il dit, qu'est-ce que c'est pour rien, quoi. Ouais, mais il faut pas que tu vas là-bas, mais il faut pas que tu fasses ça. Mais je suis pour rien, moi. Moi, je suis chez moi, tranquille. C'est ça. Et quand il pète un boulon, il fait une vidéo disant que c'est que lui qui est la victime, etc. Encore, il se fait engueuler plus, quoi. Oui, forcément. Parce que c'est lui qui agresse les gens dans le rêve. Les gens, ils ont pitié de lui. Bon, bref, ça finit vraiment mal. Cette histoire pour lui, bon, après, la fin, c'est... Ouais, il est triste, mais c'est pas ça, du tout. C'est cette côté très critique. Donc, bon, tous les films, c'est lui qui s'émène pour cette histoire. Il est juste là à subir tout ce qui se passe autour de lui. À un moment donné, oui, il a cette référence, comme on en parlait avant de film, au Griffes de la nuit. Désolé, c'est normal, les Griffes de la nuit, putain, quel nom. Bref, encore... Freddy Krueger. Voilà, c'est ça. Il y a un traducteur français qui est passé par là. Putain. Elm Street. Pourquoi ils sont juste à laisser Elm Street? Elm Street, tout court. Elm Street. C'est ça. Si vous ne voulez pas mettre Cauchemar à Elm Street, que je pense que ça sonne bien quand même. C'est ça, ben oui, bien sûr. Bref, tant pis. Encore une fois, sur cette traduction, sûrement la traduction québécoise sera meilleure. Sans doute. C'est ça. J'ai pas regardé. Mais là, c'est parce que le gars, clairement, il a vu le film, il a vu les griffes. Il a vu la nuit. Et voilà. Les griffes de la nuit. Voilà.
c'est ça. Donc il y a des références en permanence à lui, même il a fait mener en gare avec ça, que lui au début il est contre, etc. Il y a plein de petites scènes comme ça, au moment aussi qui vont être menées pour une société start-up qui mène les célébrités, machin, etc. Bon, ça part dans tous les sens. Un bon délire. Ouais, il y a une scène qui mérite une mention d'honneur, c'est une fille, lui il doit partir en voyage justement pour ça, il y a une fille qui a eu un rêve érotique de lui. Mais c'est une fille de 20 ans, quoi, de 20 25 ans. Lui, c'est un gars à 50, etc. Et l'autre, il réussit à les convaincre de venir boire un verre. Finalement, il explique son rêve érotique. Donc, à lui, un homme à la cinquantaine, une fille plutôt bien, etc. Il pense à sa femme, mais bon, pourquoi pas. Il s'amène, il scène. Cette scène, je te jure, je ne sais à quel point c'est réussi pour un gars que. En théorie, il va tromper sa femme, qu'il ne le fait pas, déjà je spoil, il ne le fait pas. À quel point tu as pitié de lui, quoi. C'est un truc, c'est presque adorable, quoi. Je suis désolé, mais j'ai besoin de le spoiler parce que bon, forcément, la fille, il veut que ça passe comme les rêves qu'il a eu. Lui, il n'est pas du tout comme ça. Parce que les rêves, c'est genre les prendre pour les cheveux, presque. Le suite, c'est violent, c'est macho. Et l'autre, à un moment donné, la fille commence à essayer de les mener. Il essaie de déboutonner les pantalons. Et lui, il pète. Ah oui. Et là, la magie s'éteint. Non, pas du tout. Ah non. À la fin, c'est lui que... Non, l'autre, il continue, machin. Mais c'était tellement réel. Tellement... Trop de stress. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Les gars, il n'a pas soutenu, il a pété, quoi. Mais tu vois, dans les scènes, dans les contextes, tu te dirais, putain, il va tromper sa femme, en soi, ils ne sont pas en mauvais rapport, pourquoi il fait ça, etc. Même si tu les comprends en tant qu'être humain, de dire cinquantaine, vraiment un peu déchu, Oui. vraiment je ne vais pas dire que c'est la crise de la cinquantaine, mais à la limite, quoi. Il se trouve une fille qui les tente comme ça, donc bon. Tu pourras compatir un peu, en quelque sorte, tu te dire, ouais, peut-être c'est pas bien, mais tu arrives à les comprendre, quoi. Mais toute cette scène, c'est tellement magique que c'est limite malaisante aussi. Hein. Ah oui, bah oui, là tu dois être mal pour lui en fait quand il fait ça. Oui, super gens. Donc là, tout ça, et je ne vais pas beaucoup plus parler des spoils dans les films, c'est pour dire que les rôles de Nicolas Cage, bon, il tient tous les films, tous les longs, c'est un rôle hyper touchant en permanence. Déjà ça, si je vais spoiler, mais si vous avez vu la bande-annonce, je pense que c'est la première fois que je le vois jouer avec ses vrais cheveux, c'est-à-dire chauve. Parce qu'il a toujours eu des perruques tout le temps, en permanence. Mais là, non, là, je pense que vraiment, c'est ses cheveux. Je ne sais pas s'ils l'ont grandi ou peut-être... Parce que là, vraiment, c'est la couronne, tu sais, Oui, genre oui. prof. Oui, j'ai vu la bande-annonce, ouais. Il fait c'est hyper touchant, hyper humain. C'est une critique assez caustique de la société, je dirais qu'américaine, mais pas que. Aussi de la cancel culture mal entendue, celle qui c'est gratuite complètement. Parce qu'il y a des propos qui pourraient être bien faits, mais ça, je ne vais pas rentrer ici, hein, c'est une question politique. Mais de ces propos, c'est d'une personne qui a suivi les conséquences de tout un tas de choses qui n'est pour rien. Et tous les films, c'est ça. Il est composé de ça, d'un jeu d'acteur très soutenu, vraiment, je ne vais pas dire admirable, mais il est vraiment très 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 bien fait. Ouais, parce qu'il a l'air de jouer ça, comme tu disais, il n'en fait pas des caisses, il a l'air de jouer ça très sobre. Oui. Non, mais en fait, il arrive à très 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 bien te transmettre cet effet parce que ce personnage, ça aurait été très simple qu'il tombe dans la caricature. Oui, bien sûr. Tu sais, un professeur, etc. Surtout quand tu vois l'aspect physique qu'on a donné au personnage. C'est ça. Et Et non, de tomber, en fait, quand tu vois les films et tu vois ses répliques, etc., c'est un personnage qui est
au fond, il est intelligent. Je ne veux Oui. pas dire qu'il est hyper intelligent, mais vraiment, il voit qu'est-ce qui s'il arrive. Il essaie de réagir, il essaie d'anticiper, mais il est tellement emporté pour tout la marée qu'il est Il laisse faire, incapable quoi. d'arrêter. Ouais. Ses propres frustrations qui les mènent à accepter certaines choses, à se laisser faire tout simplement, parce que pourquoi pas, pour des réussites, Et oui, après voilà, des 20 ans, c'est ça. j'ai 2 filles, c'est la première fois que mes filles ils me parlent des réseaux sociaux, comme d'habitude, chacun il bouffe dans son coin, tu sais, mais Ouais, à part ça, il il essaye en de a... profiter de cette chose dont il n'est pas à l'origine, quoi. Oui, mais c'est humain, quoi. Oui, C'est, bah c'est, oui, c'est, bah, bien sûr. c'est- c'est- il, lui, N'importe qui il l'aurait dit, fait, bon, quoi. à un moment donné, il dit, bon, peut-être je peux profiter de ça pour accomplir mes rêves, quoi. Bon, pour aller plus loin. Il essaie vraiment de convertir ça en quelque chose de positif, pour faire un bouquin qu'il rêvait depuis longtemps, etc. Ouais. Et c'est tellement bien mené. Et ça, la justesse de ce film, je pense que ça tient, sans doute, le réalisateur, il sera pour quelque chose, hein, mais ça tient à comment il joue ce rôle-là. Parce Oui. que si ce rôle-là, ça aurait été une caricature, ou ça aurait été un homme complètement bidon, qui est Oui. sans intérêt, etc. Ça n'aurait pas eu c'est- l'impact. Voilà, ça, le truc, c'est que c'est quelqu'un d'ordinaire, mais qu'en même temps, c'est pas ordinaire. C'est quand même un professeur de fac, Oui, avec bien une sûr. culture plutôt intéressante, qu'il est marginé pour ses collègues, à la limite, juste parce qu'il est un peu... bon, je suis, quoi, je suis Oui, là, je me plains pas, je parle pas trop, pour pas gêner les gens, tu sais... tu vois, cette complicité, même sa complicité à sa femme, c'est presque timide. Après des 20 ans de mariage, ils sont presque timides. Oui, Quoi. oui. Mais il y a quand même un jeu très bien foutu de son rapport, hein, tu sais. Mhm. Tout ça, encore une fois, encore un film à 24, encore un film amené par Ari Aster, même si Beau et Safreit, Ouais. ça avait été Costaud, dur. costaud. Ouais, ça avait été dur, ça avait été dur. Ok pour la proposition artistique, mais là, ça va aller un peu loin, à mon avis. Donc, j'ai vraiment été passionné pour la proposition, pour ce qu'il fait. Pour cette vue, vu que c'est un thème qui il est d'actualité dans les réseaux sociaux, c'est un peu, je ne veux pas dire mort du cinéma, mais au moins la mort du cinéma qu'on entend. Il y a des propositions comme cela que il y a à peine des effets spéciaux, très peu. Il y a du moment qu'il y a une fille qui vole un peu, etc. Il y a plutôt des jeux de lumière. Ouais, mais on n'est pas obligé de mettre du CGI partout. Hein, Non, pour faire mais des bons il films. n'y a rien, quoi. Tout ça joue sur cette finesse-là. C'est sur raconter une histoire, humaine et touchante, avec des propos, parce qu'ils sont hyper clairs les propos, mais qui ne sont pas mis tellement à l'avant qui te dérangent, parce qu'il y a je pense que l'auteur, il avait quand même, les scénaristes, il y a quand même des propos politiques dans ça, hein, clairement, hein, Oui, bien sûr. mais il ne noie pas l'histoire, parce que l'histoire, c'est surtout c'est lui, quoi. Il sait qu'elle suivi. C'est ça l'important, c'est raconter l'histoire. Et en fait, la manière qu'il est ramené, les jeux d'acteur de Nicolas Cage avec sa femme, que pour moi, je ne me souviens pas le nom de l'actrice, mais il est très juste aussi parce que c'est très... Complice. Ouais, ça joue très bien. Les couples, il est très bien mené, quoi. Ils sont très équilibrés, sont tout bas, ils sont presque un couple idéal, en quelque sorte, même si après ça passe des choses, mais bref. Et ça montre qu'on peut expliquer des choses, qu'on peut narrer des histoires, qu'encore on a des choses à expliquer, avec un peu de style, un peu comme je veux dire. Hein. Et attention, hein, pour ceux qui me connaissent moins, je ne suis pas un fanatique du film d'auteur noir, etc. Je vois des blockbusters à Doff, et j'adore aussi. Mais j'adore aussi. C'est des films qui touchent peut-être un peu plus que peuvent toucher les blockbusters. C'est-à-dire que les blockbusters, c'est plutôt spectaculaire. Mais c'est ça qui est dommage. C'est que un blockbuster, il peut être touchant. C'est juste que là, on est sur un truc de blanchir tout qui touche. C'est infâme, quoi. C'est ça. Et du coup, comme tu disais la dernière fois quand on parlait de Eternal Daughter, la fille éternelle, là, c'est le même style de cinéma, un petit peu de niche, mais qui te font ressentir des émotions que le blockbuster ne te fait plus ressentir. Surtout, c'est que Eternal Daughter et cette film, en vrai,
même si c'est des films un peu d'auteur, ils sont complètement Ah oui, différents. oui, c'est des... Là, il oui, y avait bien un ton sûr. gothique très Ah oui, présent, oui, etc. Là, c'est vraiment un ton plus voilà, quotidien des c'est familles ça, américaines, c'est ça, c'est ça. avec tous les propos qui viennent, et d'un point de vue, comme je dis, pas caricatural, C'est vraiment, ça. c'est assez bien dessiné. Ce rapport, même avec les adolescents, comment il fonctionne, lui en tant que prof, avec, comme il fait. C'est ça. En plus, tu vois, par exemple, tout au début du film, il y a les scènes que lui est en train de donner en classe. Il y a deux gars qui sont en train de parler, discuter. Donc, et lui, il fait une réplique pour les faire taire, tu sais. Mm. Et tu vois, à ce moment-là, c'est que c'est pas un bonhomme, quoi. C'est pas un Oui, bonhomme de paille, quoi. oui, Il a fait la réplique et les élèves, ils sont montés pour, oui, ils sont arrivés, etc., pour les laisser continuer la classe. oui, Tu vois qu'il n'est pas faible en soi, qu'il y a oui, ses ressources, il y a ses outils, quoi. ça. Mais voilà, il est Voilà. humain, il est humain. Et après, à 24, on en parlait un peu en off avant de commencer, mais c'est vrai que dans le traitement des films qu'ils font, je trouve quand même qu'ils sont, tout en étant américains, ils sont très européens dans la façon de faire Ah oui, leurs oui, films. clairement, ouais. Ouais, C'est-à-dire que, l'indépendance qui sont les ouais, réalisateurs, ils ne l'ont pas. mais plus les propositions, c'est-à-dire que parce que là encore, là on caricature beaucoup le cinéma français, européen, mais il y a plein de petites propositions comme ça dans le cinéma français, puisqu'on l'a tout à l'heure on a dit. Mais en fait, c'est une question des propos, c'est une question, je pense, que du cinéma européen a tout complètement. Oui, C'est parce que ce problème, la France, c'est parce qu'il s'est ciblé sur ce type de film. L'Espagne, pareil, parce qu'il oui, s'est ciblé sur ce type de film. Il a sorti un peu des sentiers battus avec les séries, c'est même ça. si que je n'aime pas du tout Casa de Papel, mais au moins ils sont sortis de ça qu'ils Ouais. avaient fait de Oui, bien sûr. faire, des films historiques, machin, etc. Un peu comme ici, quoi. Mm, L'Italie, se retrouve certains facteurs c'est pareils. ça. Donc, non, je trouve que c'est une maladie du cinéma C'est ça. européen en général, Oui, quoi. oui. On ne prend pas de risques. On a Alors, considéré voilà, que je pense qu'on n'est pas capable de faire des blockbusters à l'américaine. c'est ça. Et tous les pays européens, ils sont arrêtés là. Oui, c'est ça. Alors que quand ils font une proposition, Ouais, mais souvent c'est bien. oui, 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 mais le truc en opposition, on trouve les cinémas indiens, bollywoodiens, Oui. qu'elle est tellement décomplexée, ils te mangent m'en bats les couilles, que des fois, ils te font des trucs de ouf, Ah oui, quoi. oui, bien sûr, bien sûr. Parce que Bon, ils font beaucoup de trucs oui, à la Bollywood, mais de temps en temps, ils te font des c'est ça. propositions qui disent pourquoi on ne peut pas faire ça, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais juste parce qu'ils sont décomplexés, tu Ah sais, oui, oui, ah bah voilà. eux, ils s'emballent pas, ils s'embarrassent pas de tous les détails desquels nous on s'embarrasse. Ouais, c'est ça, c'est de ce point-là. C'est parce que quand tu vois les effets spéciaux sur certains films bollywoodiens, Ah oui, ils vont loin, hein. ah Mais oui, oui, rien à péter. Et ici, bon. c'est ça. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, tu es tellement dedans que tu t'en Ça fous. marche, ouais, bah oui. Tu t'en fous. Bah, Les c'est gars, ils pour sont en ça. train de faire des nunchaku Quatre avec un sauts moto, périlleux. quoi. Ah oui, 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 c'est vrai, il y a ça, les mecs qui se battent avec des motos, j'avais vu ça. À un moment donné. Normal, quoi, normal, C'est parfaitement ça, normal. c'est ça. Et là, il y a autant que les films japonais, coréens, même les Chinois, bon, les Chinois, ils sont quand même une grosse machine à blockbuster Oui, aussi, oui, hein. oui, oui, oui. Mais, Ils nous arrivent pas tous parce que c'est très estampillé voilà, Chine et ouais. que bon, il doit y avoir un peu de censure des deux côtés. Mais oui, oui, il y a des moyens, ils ont des moyens en Chine. Après, Ouais. c'est voilà, cinéma asiatique, indien, ils n'ont pas tout à fait les mêmes codes que nous. Non. Alors, il y a certains codes avec qui ça match pour une cible occidentale. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais c'est juste ce genre de complexe. Bon, en fait, c'est toujours l'effet de dépendre des poignons, des chiffres, de savoir que tu dois investir, récupérer ta mise, quand des fois, vu comment il fonctionne le monde du cinéma et Ouais. les salles de cinéma à ce jour, Mais c'est presque impossible, c'est quoi. ça. O sea, A24, C'est ça. je les souhaite les meilleurs, je souhaite qu'ils tiennent des années et des années. Je pense qu'ils connaissent leur marché, ils savent comment faire. La façon de chevaucher les films et qu'ils sont des investissements
relativement modeste Ouais, qui c'est au les coup permet. par coup. Comme ça, ils peuvent diluer un peu, faire plusieurs films. C'est ça. Mais moi, je trouve qu'ils ont une façon de fonctionner quand même assez intelligente. Ils vont, ils proposent chaque film est une proposition à part entière. C'est-à-dire qu'aucun film ne se ressemble d'un film à l'autre, en fait. Oui. Oui, oui, Et, oui, oui. Bah, et, sauf et- cette identité propre de Voilà, c'est chacun. ça. Mm. Et c'est la force de ce studio, quelque part, hein, de pouvoir proposer autant de diversité, je trouve. Tout à fait. Et sur ce, je pense qu'on a fini. On est bon. Ouais. Voilà. Et on est toujours sur les mêmes clos là. On est sur les standards. C'est ça. On est sur nos C'est ça. standards. Bon. Début d'année parfaite. En tout cas, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, merci beaucoup. On Merci. se voit à la prochaine pour fêter notre première année, les deux C'est films. ça. Premier Ouais. anniversaire, on soufflera la bougie peut-être. Oh. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de mettre les feux à la maison. Mettons le feu au studio. C'est Mettons ça. le feu au studio. Et voilà, les mots de la fin, comme d'habitude. Bah, n'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Allez, à Ciao. bientôt. Ciao.